T'as plus de 5 ans, 6 ans. Plus de 5 ans, oui, c'est sûr. 1 an et demi, Samy, 6 mois. Plus de 5 ans. Alors pourquoi l'Algérie? Il démontre qu'il y a une vraie volonté de se mettre en conformité pour avancer, rattraper tout le retard perdu. C'est mon problème. Après, en Algérie, il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps, il faut faire une tâche par jour, ça sera déjà très bien. On ne peut pas avoir les mêmes exigences qu'ailleurs, quoi. Mais il faut prendre le temps de vivre. Vu le nombre de policiers ou de gendarmes qui sont à disposition de la population, à chaque carrefour, à chaque stade ou autre, franchement, pour se sentir en insécurité en Algérie, c'est quand même très compliqué. Si tu me poses une question, si je te donne une réponse, est-ce que tu es prêt à accepter la réponse que je vais te donner? Il y a aussi ça. Si les gens, il faut qu'ils soient demandeurs, mais est-ce que quand on va leur apporter la solution, la réponse, est-ce qu'ils sont prêts à changer leurs habitudes? Est-ce qu'ils sont prêts à changer leur mentalité? Tiens, si lui il l'a fait, moi aussi je peux le faire. Et donc c'est faisable et ça ouvre les horizons, tu vois, et de se dire ok, moi je me lance également. C'est ça l'objectif en fait. Marhaba bikoum fi bladkoum, c'est l'expression qu'on m'a dit en arrivant ici et c'est l'objectif de cette émission. C'est la première. Là, on l'a fait à plusieurs, à 4. Merci à vous d'être venus pour donc ce premier épisode à plusieurs. L'objectif de cet épisode, c'est de partager un retour d'expérience à tous ceux qui nous suivent dans un objectif, que ce soit pour investir, que ce soit pour s'installer en Algérie ou tout simplement même pour visiter son pays d'origine, car comme on sait, beaucoup, ça fait longtemps qu'ils ne l'ont pas visité. Notre objectif, c'est de partager aujourd'hui ce retour d'expérience et de leur donner un maximum d'informations pour pouvoir les inciter à passer le pas. Je vais vous laisser vous présenter un par un et nous dire combien de temps vous êtes là en Algérie. Alors je commence. Alors moi c'est Hamza Boubaker. Moi ça va faire maintenant 1 an et demi, 2 ans que je suis ici. Alors je suis ici, moi je me suis marié avec ma femme en France. Je suis venu vraiment par hasard. Ça, j'avais jamais l'intention de venir ici à la base. Moi, mon histoire est très simple. J'étais 3 fois maximum par an. 3 fois jusqu'à maintenant. Je suis venu en Algérie genre maximum 3 fois. Et c'est juste pour voir ma famille et être entre 4 murs. Voilà, c'est tout ce que je connais d'Algérie à la base. Donc moi, par hasard, avec tout, j'ai rencontré ma femme et je me suis marié et je suis venu pendant 1 an et demi, 2 ans ici en France. Salam alaikum. Moi, pour le coup, c'est Souleymane Robin. Alors, Souleymane Robin, je suis moi-même, je suis français de souche, donc je ne suis pas un national. Donc, je subis quelque peu les aléas de l'administration. Mais à côté de ça, pour revenir un petit peu à ma présentation, donc moi, j'ai découvert l'Algérie la première fois en 2007. J'ai une première expérience, j'habitais à l'étranger, j'ai voulu m'essayer en Algérie. C'était un petit peu une fracture sociale. Je venais des Émirats, donc des Émirats à l'Algérie, ça fait compliqué dans la même semaine. Après des déboires administratifs, parce que mal informé au niveau des procédures, tout ce qui était livret de famille, des choses comme ça, donc revendication d'aucun droit en réalité. Donc au bout de 5-6 mois, je suis revenu en France, pensant mieux me préparer. Les aléas de la vie font que je suis revenu un petit peu plus tard. Depuis 2014, je suis revenu en dur. Quand je dis en dur, c'est que j'ai mis des procédures en place, j'ai trouvé du travail, on m'a embauché. Ça a été un petit peu compliqué parce que l'administration n'a pas l'habitude de prendre des étrangers, en privé surtout. Donc ça a été très latent. En 2016, je me suis associé avec un local pour faire une société sous le régime du 49-51 qui m'a permis d'obtenir un registre de commerce avec des premiers éléments pour prétendre à une résidence. Suite à quoi, donc, parce que les aléas de la vie m'ont forcé à sortir de temps en temps du pays, donc je suis un petit peu en France et je suis en train de constituer mon patrimoine et mes projets futurs en dur ici en Algérie, en sachant qu'on dira depuis 2016, j'y suis, on dira, les 3/5e de l'année, ici, un résident local. Donc, j'ai une location à l'année, j'ai tout ce qui me fait pour vivre pleinement l'Algérie. Voilà. Si ce n'est pas les déboires de rentrer et sortir parce que les problèmes de visa, voilà, mon actualité, c'est que je me projette ici, vraiment, dur à long terme, à 50 ans, et finir et rester ici, avec tout ce que ça comporte. Voilà. Alors, comme Faudil vient de le dire, moi c'est Samy, donc j'ai 33 ans, je suis installé sur Alger depuis peu, je suis présent en Algérie depuis beaucoup moins de temps que vous. Je suis arrivé en début d'année, donc ça fait à peu près 6 mois maintenant. Après je connaissais déjà quand même plutôt bien le pays pour y être venu plusieurs fois en vacances depuis, la première fois je devais avoir 11 ans, donc c'était en 2001. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment de m'installer définitivement. Donc, j'exerce globalement dans le milieu du football,
on va dire plutôt sous l'angle du marketing, même s'il y a différentes choses qui se font également à côté. Et voilà, l'idée c'est vraiment de m'installer ici, développer mon activité. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et donc voilà le pourquoi du comment et ma présentation. Alors, moi je suis consultant dans le digital, donc tout ce qui est transformation digitale et automatisation. Et aujourd'hui, j'accompagne mes clients, notamment les clients français, et j'essaie de travailler avec les Algériens justement pour pouvoir travailler tout simplement. Donc essentiellement, tu travailles à distance. Je travaille complètement à distance. D'accord. Voilà pour moi. D'autres questions? Oui, donc essentiellement à distance. Et toi, Souleymane, c'est... Moi, pour ma part, moi je suis comme Hamza, référent qualité, je suis consultant. Donc j'ai un bureau de conseil en accompagnement, en mise en conformité pour toutes les personnes qui ont besoin d'un label qu'on appelle le Calliope. Tout ce qui concerne les organismes de formation, que ça aille de l'auto-école jusqu'à une structure, jusqu'au CFA. Donc mes clients, 99% de mes clients sont des sociétés françaises. Donc moi j'opère justement en distanciel. C'est ce que j'ai mis en forme justement pour pouvoir travailler par exemple d'Algérie et continuer à travailler, à performer en gardant mon équilibre professionnel. D'accord. Voilà. Donc toi, ça fait combien de temps tu disais, juste pour récapituler, combien de temps que tu es en Algérie, en tout, combien d'années d'expérience? Alors on dirait que depuis 2014-2016, je suis là en dur. Ouais. C'est juste que j'ai des aléas parce que mes visas 8 ans m'imposent un peu moins, plus ou moins, parce que tout cumulé dans une année. Oui, parce que par exemple, tout le Covid, j'étais là, 2018-2020, j'étais là, j'ai subi le Covid ici. Le Covid étant fini, je suis resté 2 ans en France et je suis revenu depuis 2022 ici, plus ou moins. D'accord. Donc on va dire, tu as plus de 5 ans, 6 ans. Plus de 5 ans, oui, c'est sûr. 1 an et demi, Samy, 6 mois. Plus de 5 ans. Ok, très bien. Et alors pourquoi l'Algérie? Quel a été le déclic? Qu'est-ce qui, à un moment, vous êtes dit, tiens, je vais m'installer en Algérie? Tu en as parlé un petit peu, Hamza, si tu peux nous en dire un peu plus. Pourquoi l'Algérie? Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas passé le pas, quoi? Alors moi, ce qui va être un peu original, c'est que j'avais jamais l'intention de revenir en Algérie, puisque j'y connaissais absolument rien. Donc pour moi, l'Algérie, c'est un pays. Demain, tu m'aurais dit, pars au Brésil, c'était exactement pareil. Donc j'étais parti dans un pays où je ne connais rien du tout, sauf ce que mes parents m'ont éduqué et le peu de voyages que j'ai fait pour la famille. Donc on va dire c'est juste le destin qui m'a fait qu'aujourd'hui je viens en Algérie, et j'en ai profité pour complètement, donc avec une page blanche, venir découvrir l'Algérie et voir en fait de fil en aiguille en fonction de mon boulot, rencontrer les Algériens et comment en fait travailler avec eux. D'accord. Pour ma part, l'Algérie, pourquoi l'Algérie? Parce qu'il y a un premier lien déjà avec une belle famille algérienne, donc c'était le premier pas, il fallait visiter la famille, première chose. Et en réalité, pourquoi mon retour s'est fait? Parce qu'il y avait une motivation qui était plutôt du côté religieux, de base, pour avoir habité un petit moment au Maroc, pour avoir essayé les pays du Golfe pendant un certain nombre d'années, ce qui nous fait prendre conscience que voilà, on est quelqu'un de particulier au Golfe tant qu'on génère de l'argent. En Algérie, quand je suis venu ici, j'ai eu pas mal de déboires, mais subhanallah, de toutes ces expériences de vie, j'en ai tiré des conclusions et des résultats qui font que, alors ça va être criard, il y a plein de personnes qui vont pouvoir comprendre, mais les locaux, les Algériens d'Algérie, ils ont un cœur qui est infini. J'ai eu des gros soucis de mécanique, des soucis administratifs, des soucis de transfert, et j'ai trouvé des gens qui ne me connaissaient ni d'Adam ni d'Ève, qui avaient simplement la seule volonté de vouloir m'aider à me mettre en conformité au niveau de l'administration, au niveau de la CI des impôts de type ASA, enfin à tous les niveaux, et j'ai trouvé de l'humain. C'est-à-dire que je suis venu avec une motivation où j'espérais concilier ma religion. J'ai trouvé vraiment de l'humain, mais vraiment humain, vraiment valeur forte. Hein. Même tu peux être dans la difficulté, tu peux ne pas être une personne forcément notable, mais des gens qui ont cette volonté de vouloir t'aider, t'accompagner. Il y a un peu d'intrusion, mais ça. Et à côté de ça, aujourd'hui, le cadre de vie, moi, avec mon expérience de retour d'âge, mes valeurs sont plus celles que j'avais à 22-25 ans. Pour retrouver un mode standard de vie très simple, ça me correspond tout à fait. C'est pour ça que je me suis reculé un petit peu en périphérie d'Alger, justement, pour vraiment être imprégné de la culture. J'habite vraiment dans un douar, donc c'est vraiment pas au milieu de tous les gens francophones. Et c'est une volonté d'être au milieu de la population, vraiment d'essayer de m'intégrer au plus profond, quoi. Donc il y avait un vraiment projet humain, quoi. Alors, me concernant, je ne vais pas dire c'est une longue histoire, mais ça remonte à 2016.
où déjà j'ai postulé, enfin pas postulé, mais j'ai tapé à la porte d'un club. Donc je vous ai dit que je bossais dans le football en tant que commercial. Donc l'idée c'était de venir pour développer on va dire un projet commercial et marketing à l'USMA, donc l'Union sportive de la Médina d'Alger. Et bon, ça s'est pas fait pour X raisons, mais voilà, c'était déjà une volonté plus identitaire, je pense, qui a toujours été présente. Mais il y a eu un gros déclic l'année dernière où en gros j'ai été en rupture avec le salariat en France. Je voulais vraiment vivre une expérience d'entrepreneuriat. J'ai déjà essayé donc de l'autre côté de la Méditerranée, ça n'a pas spécialement fonctionné. Et j'y ai pensé en fait donc l'année dernière, et dès que j'y ai pensé, je me suis dit que j'allais venir une semaine. Donc j'ai annulé des vacances que je devais faire avec des potes, avec des amis en Albanie et en Bosnie en dernière minute, et je suis venu ici seul une semaine pour, entre guillemets, prendre la température, vraiment. Alors j'étais plus intéressé par un projet immobilier, donc j'étais avec un ami et on s'est pas mal baladé entre Zeralda et Borj El Kifan, donc quand même pas mal de kilomètres. Ça m'a permis vraiment de tâter le terrain, entre guillemets, et dès que je suis revenu, le lendemain, j'ai appelé mon patron, je lui ai demandé de quitter la société, donc ça s'est fait en 2 mois, et j'ai débarqué quelques mois après ici. Et donc voilà, c'est vraiment l'envie d'entreprendre qui a vraiment créé ce déclic, même si le côté origine, identité, etc., a également joué un rôle, puisque celui-ci il était présent depuis longtemps. Mais voilà, vraiment le détonateur, c'est l'envie d'entreprendre et d'apporter quelque chose au pays, apporter ma pierre à l'édifice, et voilà. Première question, justement, comme on est en termes de chronologie, on avance depuis le début. Quelles sont les premières difficultés que vous avez rencontrées? Est-ce que c'est plus de l'ordre, ce que vous retenez comme le plus gros obstacle? Est-ce que c'est plus de l'ordre administratif? Je pense que toi, Souleymane, ça va être plus administratif. Oui, moi, c'était vraiment l'administration. C'était en fait que ma configuration, elle n'était pas claire pour tout le monde. C'est-à-dire que tu allais d'une daïra, c'est-à-dire que d'un commissariat dans une région à une autre. C'était pas, par exemple, à Alger, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas algériens qui viennent hors communauté. Hein. On a des gens qui sont africains, donc ils ont plus l'habitude avec les procédures. Quand je dépendais d'Alger, j'allais au bureau des étrangers, en 10 jours, je renouvelle mon visa. Là, j'habite à Blida. 1 mois et demi, mon visa n'a pas été sorti, ce qui m'a valu que je sois obligé de sortir du territoire. Je suis parti en Tunisie pour revenir, mes papiers n'étant pas venus, donc je suis remonté jusqu'en France. L'administration, c'était, je pense, le point noir pour mon expérience. C'est ça qui, aujourd'hui, me pénalise beaucoup. La latence. Alors, il y a les gens, ils ont de la bonne volonté de vouloir t'aider, mais ça plafonne très vite. Ça plafonne très vite, c'est ça. Parce que ma configuration, elle n'est pas conventionnelle. Après, quelqu'un qui aurait d'autres, n'importe quel Algérien, il va chercher un S12, au ministère des Affaires étrangères, ça se fait dans la journée, quoi. Ça sera pour ma part, ça sera. Si on me fait la passe sur d'autres sujets qui ne sont pas mon actualité, l'école pour les enfants en bas âge et tout ça, donc je n'ai pas tous ces soucis-là. Donc l'administration, pour moi, c'est vraiment le point le plus latent, le plus compliqué pour moi aujourd'hui. Zéro problème. Non, après, j'ai pas eu de confrontation. C'est que récemment que j'avais eu l'intention, enfin, je sais pas, vous êtes au courant, il y avait un nouveau statut auto-entrepreneur. Donc j'en ai profité, tout simplement. Je me suis dit, bah, c'est génial, là, je vais sortir sur l'aventure. Et je m'attendais justement à avoir cette difficulté administrative qu'on entend souvent parler et que tu confirmes. Et finalement, j'en ai pas rencontré. Donc, c'est-à-dire j'en ai pas rencontré, ça veut dire que c'était en ligne. Donc déjà, ça m'a surpris. Je me suis inscrit, j'ai commencé à faire les démarches, aucune friction. C'est-à-dire que le seul moment où j'ai eu une petite difficulté, c'est que lorsque je devais envoyer mes documents, enfin à l'endroit, il y avait juste un document qui manquait. Donc par rapport à l'idée reçue, tout s'est très très bien passé. Pour le moment, j'ai eu une très bonne expérience par rapport à cette initiative. Donc vu que j'avais pas d'idée reçue à la base, que on va dire le cliché qui est une réalité, aujourd'hui moi je suis agréablement surpris pour le moment. Alors moi on va dire, vu que je suis venu tout seul, donc je suis dans une autre configuration que vous deux, on va dire que c'était plus un souci de réseau. En fait, je suis venu sans appartement, je suis vraiment venu, on va dire, à l'Indiana Jones comme ça, avec mon sac à dos. Ouais. Donc j'ai fait 3 semaines à l'hôtel, puis j'ai cherché mon appart sur Internet. Et donc le premier mois et demi, j'avais un ami, une connaissance de mon père,
Mais voilà, on va dire le cercle amical, il était extrêmement restreint. Donc ça, c'était assez compliqué. Et puis, donc, j'ai intégré un réseau d'entreprises. Je ne sais pas si on donne les noms. Ouais, peu importe. ABN. Et donc, c'est là que j'ai commencé vraiment à rencontrer énormément de monde, que ce soit pour le côté business, mais également le côté amical, quoique les deux parfois vont de pair. Et donc voilà, tout s'est enclenché très très rapidement par la suite en termes de réseau, encore une fois business et amical. Et voilà, donc moi c'était un peu je ne vais pas dire que c'était une difficulté parce que je m'y attendais, j'y étais préparé, puis j'ai déjà vécu seul hors, voilà, de base je suis de la région parisienne, donc j'ai déjà vécu seul hors Paris pour des expériences pro, donc voilà, j'étais un peu rodé. Mais voilà, c'était le petit. S'il y a une difficulté, on va dire, pour le moment que je dois détecter, c'était celle-là, même si c'est une semi-difficulté. C'est une difficulté que tu pouvais avoir partout. Oui, c'est pas lié, c'est pas lié à l'Algérie. Okay. Oui, non, c'est pas spécialement lié à l'Algérie. Après, ça fait que 6 mois que je suis là, donc j'ai pas été confronté encore à énormément de problématiques. Tout comme toi, j'ai fait le statut. Enfin, j'ai mené les démarches pour avoir mon statut d'auto-entrepreneur. C'était fluide, si ce n'est que. Je dirais 10 jours. Hein. Ouais. 10 jours. Et encore, ça aurait pu être plus court. Ouais. Ça aurait pu être plus court parce que moi, j'ai fourni une photo qui n'était pas aux normes. Ils te disent instantané. Hein. Ouais, mais. Bon, je pensais qu'elle allait passer, mais. C'est pas passé. Du coup, il y a eu un petit retard peut-être de 5 jours, mais sinon, non, franchement. Pour le moment, c'est nickel. Donc, en somme, pour le coup, enfin, si on sort pas des sentiers battus, tout est fonctionnel. Si on reste tout ce que l'institution va t'ordonner, un site internet, moi sur les impôts, ça se fait en ligne aujourd'hui, c'est énorme. Ce qui était compliqué avant. Avant, il fallait remplir un document qu'on appelle le G50. Il fallait se faire dans un temps parti, il fallait que ce soit fait par le comptable, manuscrit. C'est retranscrire ton activité mensuelle en fait. Ça coûte rien, 500 dinars, ça coûte vraiment rien. C'était des feuillets. Je te parle de ça, c'était il y a 2 ans. Maintenant, aujourd'hui, c'est digitalisé, tu reçois ton code, tu le fais par Internet. Donc, il y a toute cette volonté de tout dématérialiser pour couper l'humain, couper les problèmes de ça passe pas, et pour avancer, pour faire gagner du temps et fluidifier. Et justement, ça fait partie des petits détails qui ne sont pas des détails, ce que je disais tout à l'heure comme ça, de la volonté étatique de vouloir uniformiser et de mettre les choses en conformité pour avancer. Et ça, c'est des choses, il fallait une prise de conscience. Il fallait le penser, l'accepter, le vouloir, le mettre en application. Ce sont différentes étapes et c'est toute une éducation. Pour des gens qui ne sont pas forcément familiers avec le digital, l'informatique, aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde. Et on peut même dire, même en France, hein, ma mère, il y a 70 ans, elle n'est pas forcément à l'aise non plus avec l'informatique. Donc, ce n'est pas propre à l'Algérie en soi, quoi. Mais il y a cette volonté, ce point qui est justement, ce point plus d'autres points qui démontrent qu'il y a une vraie volonté de se mettre en conformité pour avancer, rattraper tout le retard perdu. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord parce que, enfin, moi, ça fait qu'un an et demi. Et entre le moment où je suis arrivé au début d'année et maintenant, j'ai vu l'évolution. Donc moi, je suis arrivé un peu dans un timing où, juste l'aéroport, c'est symbolique, hein, je l'ai vu évoluer. Alors j'ai fait quoi, 5-6 allers-retours. Et juste, on va dire, cet endroit-là a évolué énormément. C'est plein de petites choses où en un an et demi, j'ai vu énormément de choses. Alors, quelqu'un qui, ça fait 10 ans, qui est là, il va me dire non, j'y crois pas. Surtout quand j'ai parlé avec beaucoup d'Algériens, leur croyance, c'est non, ça ne change pas. Ça ne change pas parce que. Algériens locaux ou les locaux, ouais, locaux. Et on va te dire non, ça ne change pas. Ils vont pas croire forcément. Ils sont dans des croyances limitantes. Ouais, on va dire limitantes. Ouais, on va pas cliché, c'est limitantes. Mais c'est, on va dire, culturel. Parce qu'ils ne veulent pas, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas. Parce que ça leur suffit, ça leur allait très bien comme ça. Et ils ont intégré que c'est une idée reçue, que ça ne fonctionne pas, l'administration. Quand tu viens avec un recul autre, comme Hamza est venu, lui-même il a testé 2 fois, 3 fois l'aéroport d'Alger, il est merveilleux. Il est très grand, il était propre. Il est, sans dénigrer Charles de Gaulle, mais voilà. Le métro. Le métro, c'est la même chose que le métro lyonnais. Commerciaux, tu vas à City Garden à Chalera, on se croirait aux Émirats. Il y a vraiment une volonté à vouloir, c'est pas que du rafraîchir, c'est de construire et de travailler et de performer. C'est pas que du facing. C'est vraiment à tous les niveaux, quoi. Aujourd'hui, la formation
L'Algérie a fait beaucoup de forums pour intéresser l'entrepreneuriat. On a suivi sur les différents forums que tu as participé, soit le traitement de l'eau, soit les énergies renouvelables. J'ai été impressionné, moi, personnellement, le nombre de salons. Le nombre de salons qui se sont suivis courant du mois d'avril, mois de mai. Moi, je te regardais, mais moi, j'étais pas là. Dommage, j'ai voulu assister, mais il y avait une vraie volonté. Il y a une session qui va se former pour faire de l'ISO, incessamment sous peu. Donc, elle n'a pas été honorée parce qu'il n'y a pas assez de candidats, mais le principe de former les gens à l'ISO, c'est quand même une norme internationale. C'est-à-dire qu'on a un concept à travailler en dehors de l'Algérie, avec des ressources locales, de former des gens localement. Donc tout ça, ce sont des valeurs montantes, ce sont des valeurs fortes, et il faut y croire. Alors justement, je voudrais qu'on fasse un focus sur ce point-là, dont vous avez partiellement répondu. C'est à travers vos expériences plus ou moins longues. Est-ce que, c'était un peu la question, mais tu as répondu déjà, je crois, Hamza, est-ce que, Souleymane, tu as vu effectivement une nette amélioration et vraiment donc une tendance à se développer en Algérie sur ces différents sujets? Tant bien même dans les infrastructures, les routes, les lumières, la décoration, d'habiller les rues avec des palmiers, de faire une nouvelle corniche, d'étendre les sablettes. Déjà au niveau de l'infrastructure, qu'il soit bénéfique à la population, première chose. Au niveau de tout ce qui est administratif, moi qui traîne mon histoire depuis très longtemps, oui, aujourd'hui c'est devenu, alors peut-être parce que je me suis familiarisé moi, mais aujourd'hui, si on sort de mon concept, ne serait-ce que par le biais de mon groupe, eh ben, il y a beaucoup d'informations qui circulent et aujourd'hui maintenant il y a beaucoup de choses qui sont accessibles parce que l'information et les gens sont formés aussi et on sait ce qui existe. C'est vraiment, il faut juste aller chercher, savoir où chercher l'information. Tous les sites d'État, aujourd'hui, il y a des sites qui appartiennent à l'État. Tout ce que tu veux faire, que ce soit S12, permis, attestation, livret de famille, tout, tu peux tout faire digitalisé en ligne. C'est énorme. Je pense à d'autres pays dont je tairais, on est encore dans des protocoles administratifs avec des justificatifs de domicile de 3 mois à présenter. Tu vois, je veux dire. Donc il y a une vraie volonté administrative parce que c'était ma latence. C'était ce que moi je subis et je vois bien qu'aujourd'hui il y a une vraie volonté à tout uniformiser et former les gens, ça prend du temps. Et oui, le meilleur reste à venir. Ça a été long, il a fait une prise de conscience, mais en tout cas, pour mon cas, après il y a d'autres sujets, l'automobile et tout ça, mais l'administratif, ce qui touche à tout le monde, tu veux devenir propriétaire, tu as un décès, tu veux te marier, tout le monde est sujet administratif. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus accessible parce que l'information, la mise à disposition des supports. Voilà. Vas-y, Hamza. Moi, je vais dire, bon, après, il y a des paradoxes. Ça veut dire que oui, il y a une volonté. Donc, je le vois, je l'ai vu, et, je l'ai testé, je l'ai expérimenté. Et je vois encore, tu disais, par exemple, il y a encore des moments où on me demande l'extrait de naissance de moins de 3 mois, mais c'est normal, parce qu'on a hérité de l'administration française, il y a encore toutes ces choses-là qui sont encore mises en place, même si le S12, par exemple, pour certains, directement le S12, ça te permet de faire des raccourcis, tu n'as pas besoin peut-être toi tu as eu plus de difficultés, et c'est un peu un cas spécifique. Je vais te donner, par exemple, un autre exemple comme ça. Ouais. Moi, je vais au bureau des étrangers, et je vais au commissariat principal de ma région, on me demande 3 fois les mêmes papiers. C'est-à-dire que j'en viens à faire 20 photos, 20 justificatifs, 20 bails professionnels, 20 bails locatifs. On se dirait un petit peu, mais non, en fait, c'est pourquoi? Tout simplement, tout s'explique. C'est que quand j'étais au commissariat, je leur dis, je vous ai tout donné. En fait, ils n'ont pas encore synchronisé sur un seul serveur. Ils n'ont pas digitalisé. Ce que je disais tout à l'heure avec les impôts. Avant, j'étais tributaire des impôts d'Alger. Et après, j'ai déménagé, j'habitais dans le 09 à Blida. Ils n'avaient pas le même logiciel. C'est-à-dire que ce qu'ils appellent le NIF, numéro d'identification fiscale, ce qui est un SIRET. À Alger, on avait encore 9 numéros parce qu'il y avait trop de sociétés à mettre en conformité. À Blida, beaucoup moins d'entreprises, donc c'était beaucoup plus rapide. Donc à Blida, on me demandait un numéro de 13 chiffres que je n'avais pas parce que j'habitais à Alger. Donc, mais justement, tu vois ce que je veux dire? Donc il y avait toutes ces petits dysfonctionnements, ces pépins, ces rouages, mais ça s'est résorbé. Après, en Algérie, il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps, il faut faire une tâche par jour, ça sera déjà très bien. On ne peut pas avoir les mêmes exigences qu'ailleurs, quoi. Mais il faut prendre le temps de vivre. Non, je vais rejoindre à peu près les deux avis. C'est clair qu'il y a pas mal d'évolutions d'un point de vue infrastructure, administratif, etc. Après, c'est vrai que je suis souvent critique, à la fois dans le bon sens et on va dire dans un sens un peu plus négatif. Mais c'est vrai que parfois, il ne faut pas oublier qu'on est dans un pays qui est relativement jeune, qui a connu quand même des épisodes assez marquants en 62 ans. Donc, quand justement on met bout à bout tout ce qui s'est passé ces dernières décennies, on se rend compte qu'au final, l'Algérie sort un peu du tunnel depuis peu de temps. Et pour un pays qui est aussi jeune, il y a quand même pas mal de choses qui fonctionnent très bien.
comme il y a des choses qui ne fonctionnent pas encore suffisamment bien et sur lesquelles tout le monde doit travailler, pas seulement le gouvernement, mais également la population. Et donc voilà, donc oui, non, c'est clair, infrastructure, centres commerciaux, les routes, etc., c'est clair qu'il n'y a pas grand-chose à dire, il y a une vraie progression. Bon, moi en plus de base, je ne suis pas d'Alger, hein, je suis d'une autre wilaya, donc je suis de Béjaïa de base, donc enfin, je n'ai pas vécu là-bas, mais toutes mes vacances quand j'étais petit, je les faisais là-bas, donc j'ai quand même un point de comparaison entre une ville, on va dire, plutôt intermédiaire et la capitale. Et ça ne bouge pas que sur Alger, ça bouge également ailleurs, donc ça c'est aussi intéressant. Il y a 2 ans, j'ai eu l'occasion de faire un road trip avec des amis est-ouest, donc ça permet vraiment de comparer un peu tout ce qui se passe et on voit qu'il y a un élan. Après, le changement doit aussi, et ça, c'est ça aussi qu'on remarque, c'est qu'il y a un changement parfois dans les prises de conscience de certains Algériens, de certaines Algériennes, sur on va dire, des enjeux sociétaux, des choses qui pouvaient pas forcément... je prends un exemple tout bête, hein, le souci de je jette par terre et pas forcément dans la poubelle, je sens qu'il commence à avoir un peu de changement. C'est quoi la moyenne d'âge de personnes justement que pour toi ont pris conscience de tout ça? Plutôt de nouvelle jeune génération. Justement, ouais. C'est plus Parce que moi je suis sur la nouvelle génération. Donc, oui. Tu vois, par rapport à aujourd'hui, les personnes que je côtoie, la moyenne d'âge c'est 20 ans. Ce qui fait que moi j'ai une vision très très jeune, mais j'ai que cette vision. J'ai pas l'autre vision, on va dire, plus âgée. Les personnes que j'ai, c'est les personnes que je vais voir dans le taxi, n'importe où, je vais parler avec lui, il va me dire son point de vue. Mais je sais bien que ça reste un peu venu très, on va dire, très restreint. Ce qui fait que je voudrais bien avoir ton avis sur justement les autres personnes. Ouais, non, bah moi je vais donner un exemple très, très concret. Hein. J'ai un de mes amis qui est d'une autre génération qui a 55 ans à peu près. Je sais pas concrètement quel âge il a, mais bon, c'est pas très grave. On voit l'idée. Voilà. Il mène un projet justement plutôt écologique. Il a vraiment cette prise de conscience-là. Et donc oui, non, c'est pas que la jeune génération, c'est également des générations qui sont beaucoup plus, on va dire, avancées en âge. Et donc ça, c'est intéressant puisqu'il y a des vraies problématiques écologiques en Algérie, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs. Mais voilà, je trouve ça intéressant qu'il y ait une prise de conscience, on va dire, autour de plusieurs enjeux sociétaux. Donc voilà, ça c'est au-delà des infrastructures, de l'administration, etc., etc. Pour moi, le plus important, c'est ça, puisque je pense que l'Algérie pourra vraiment connaître un vrai envol, un décollage assez conséquent lorsque la population, enfin certaines personnes auront compris qu'il n'y a pas que l'État qui doit se bouger et que l'Algérie c'est quand même un énorme potentiel. Beaucoup veulent partir. Je peux comprendre la frustration quand on met bout à bout certains vecteurs et le parcours de certaines personnes, etc. Mais voilà, je pense qu'il y a une prise de conscience qui commence à être assez intéressante et faut laisser le temps au pays de mettre pas mal de choses en place. Je pense que ça va aller dans le bon sens. C'est drôle, Samy, je me permets d'en prendre la parole. En fait, ce que tu as dit, c'est exactement ce qu'on a abordé il y a même pas 1 heure quand on était en bas en off. On parlait c'est exactement ça en fait, que peut-être dans les générations suivantes, peut-être dans 25 ans, 30 ans, la prochaine génération, ceux qui ont grandi en Allemagne, en Autriche, en Italie, en Afrique du Sud, ils auront d'autres codes, d'autres mœurs et qui voudront, pas sous forme de patriotisme, mais au minimum d'apporter leur expérience, leur plus-value au regard et voudront le mettre à profit de l'Algérie. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Mais c'est vraiment... Alors. On aurait dû que tu étais avec nous. Je regardais un match. Mais voilà, quoi, c'est des choses qui... Quand il y aura vraiment... Tout à l'heure, quand tu as dit tout n'est pas à charge de l'État, effectivement, tu ne peux pas accabler l'État forcément du tout. On est tous ambassadeurs à notre hauteur de nous-mêmes, de nos propos, de ce qu'on dit, de ce qu'on fait. L'incivilité sur la route, c'est personnel. L'incivilité, l'État t'a mis des restrictions, un code de la route, des policiers. Quand tu viens, tu doubles quelqu'un par la droite, tu fais des queues de poisson. Ça, tu engages ta responsabilité personnelle et à tous les niveaux. Jeter un papier par terre, toutes ces choses-là. Et quand, peut-être plus tard, tu parlais de quelle génération? Toi, tu m'as dit que ta zone de prospect, c'était des gens de 20 ans et plus, la génération Y. Toi, tu as parlé des personnes un peu plus âgées, 30 et plus, des gens qui ont une expérience de l'extérieur, un petit peu comme moi, et qui ont décidé de vouloir investir dans le patrimoine, sur leur vieux jour, si on peut dire ça comme ça. C'est ça qui est intéressant. À mon sens, c'est ça qui est intéressant et qui va fédérer les gens. Donc peut-être qu'avec le facteur temps, d'ici 20 ans, 30 ans, avec la volonté, si l'État travaille toujours dans le même sens, eh ben, on devrait avoir quelque chose de... Moi, il y a un point que j'ai envie de soulever, c'est que même si demain, tu vas avoir l'État qui fait des choses, si je le vois, hein. C'est-à-dire que quand je m'intéresse à la veille, on va dire la veille, tout ce qui se passe en Algérie, de tout ce qu'ils mettent en avant, il y a un problème pour moi, c'est que la communication. C'est-à-dire que même si
tu vas avoir des médias qui vont parler de certaines initiatives. Le peuple en lui-même n'est pas au courant de ça. Et ce qui se passe, c'est que derrière, tu as une croyance, encore une fois, où les personnes, dues à leur histoire, sont dans l'État. Après, c'est une réalité, hein, c'est une réalité où l'État, ils n'ont pas été toujours parfaits, ils ont fait des choses à droite, à gauche. Comment tu vas faire en sorte que demain, malgré que tu vas faire des bonnes choses, que demain, le peuple va croire à ces nouvelles choses? Nous, on est de l'extérieur, donc on le voit, on va voir ça comme des opportunités. Mais je ne sais pas aujourd'hui, pour moi, il y a un vrai point d'interrogation où je ne sais pas comment, on va dire, quand je parle avec ces personnes-là, je dois essayer de les convaincre ou les persuader, de dire non, les gars, ça va changer. Ils disent non, nous, on n'y croit pas. Tout à l'heure, Hamza, je ne sais pas si tu te rappelles, peut-être il y en a un qui peut me rappeler, tout à l'heure, j'ai bien évoqué le fait que la communication, c'était important. Il fallait communiquer pour trouver la source. Et tant qu'il faudra qu'aujourd'hui, on a trouvé des sites internet, on paie nos impôts en ligne, le CNRC, toutes les procédures, le S12. Donc, ça va passer par la communication. Il faut former les gens. Ça passe par la formation. Je ne fais pas la promotion de mon travail directement ou indirectement. Mais en fait, c'est comme dans la religion. Tu vas faire la formation, tu vas t'approprier une science avant de l'appliquer. Oui. C'est exactement la même chose, même dans les affaires mondaines. Il va falloir éduquer les gens. Là, on est à 47 millions d'habitants. Un pays qui n'a pas apatride, mais qui a une histoire très difficile. Fédérer les cultures, les régions. Il y a 1500 km entre l'Est et l'Ouest. Donc tout ça pour fédérer tout. En tant que père de famille, j'ai 4 fils. Pour les mettre tous d'accord pour manger un sandwich, c'est compliqué. Comment tu vas fédérer 47 millions de personnes sur une... Ça nécessite du temps, de l'éducation et aussi une chose. Tout à l'heure, je t'ai dit quoi? Si tu me poses une question, si je te donne une réponse, est-ce que tu es prêt à accepter la réponse que je vais te donner? Il y a aussi ça. Si les gens, il faut qu'ils soient demandeurs, mais est-ce que quand on va leur apporter la solution, la réponse, est-ce qu'ils sont prêts à changer leurs habitudes? Est-ce qu'ils sont prêts à changer leur mentalité? Donc, ça nécessite du temps. Et peut-être que la génération dans laquelle nous sommes, c'est un petit peu la génération brouillon. Tout le monde essaie de se refaire. Et peut-être que d'ici 10, 20, 30 ans, les gens qui ont une expérience extérieure, qui ont été éduqués autrement, ils reviendront avec des nouvelles idées, de nouvelles valeurs. Après, moi, si je peux ajouter aussi quelque chose, je pense que, en fait, la frustration chez énormément de personnes, du quotidien, pour certaines personnes, du pouvoir d'achat plutôt bas, et donc le fait de compter ses sous assez régulièrement et de pas avoir accès à certains loisirs, etc. Je pense que ça biaise parfois certaines opinions, comme justement tu as pu le soulever, ou même s'il y a des opportunités, des choses intéressantes qui sont proposées par l'État, ces personnes-là automatiquement vont pas les percevoir. C'est un peu, moi souvent c'est une expression c'est un peu une image que je reprends souvent, je me souviens parfois quand j'étais à la cantine, quand j'étais plus petit, ils remettaient toujours le même plat. Même si c'est bon, au bout d'un moment, tu n'arrives plus à le manger. Oui. C'est à peu près pareil. Même si au bout d'un moment, on te met sous le nez des opportunités, des choses qui sont intéressantes, tu es tellement frustré, je ne vais pas utiliser d'autres termes, que tu fais plus attention en fait, à ce qu'on te propose et les choses intéressantes qui sont sous ton nez. Donc moi, je pense que pour reconquérir, parce qu'au final, c'est ça, il faut que le gouvernement part sur une phase de reconquête d'énormément d'Algériens et d'Algériennes. Je pense qu'il y a 2 grosses problématiques, et tant que ces problématiques-là sont pas réglées, je pense que ça va être très compliqué. C'est l'emploi et c'est le pouvoir d'achat. Ouais. Clairement, aujourd'hui, il y a des salaires qui sont... Alors, tout le monde ne gagne pas 30 000 dinars, 40 000 dinars, etc. C'est clair et net, il y a des gens qui vivent extrêmement bien en Algérie. Mais voilà, il y a des vraies problématiques économiques chez certaines personnes. Et au final... quand tu n'arrives pas forcément à boucler tes fins de mois, on peut te raconter ce que tu veux. Voilà. Juste manger. C'est le problème, je pense. Si je peux me permettre, Samir, c'est vrai ce que tu dis, c'est tout à fait vrai. Sauf qu'une personne qui, par exemple, aura obtenu une expérience, 3 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, avec un âge certain, une expérience, cette personne, pour qu'il soit salarié, ça va être compliqué. Il sera plus amené à être apporté, comme Hamza, une expérience. Il va apporter, donc il va créer lui de l'emploi. Il va apporter des choses. Il ne va pas rechercher un statut salarial. Ah non, mais je suis d'accord avec toi. C'est juste pour compléter le... Et pourquoi je dis ça? Parce que par exemple, là, ça pourrait parler justement à ceux qui ne sont pas encore pleinement ici localement. Ceux qui se projettent, ceux qui y pensent, ou ceux qui ont peut-être barrières. Parce que ça fait longtemps, parce qu'on a une famille intrusive, parce qu'on n'a pas développé de liens. Nos parents ne nous ont pas amenés, enfin je dis nos parents, je m'intègre, ne nous ont pas tissé de liens. Mais une personne qui va venir pour investir, tu vas rarement trouver un jeune homme de 20 ans qui va vouloir investir ou dans l'immobilier ou dans une start-up ou mettre son expérience professionnelle. C'est très peu probable. Par contre, quelqu'un avec un retour, il a travaillé 12 ans chez Sanofi, 17 ans directeur de banque, consultant, et il va apporter, il va s'essayer. Une question qui revient souvent, c'est
santé, éducation et ensuite sécurité. Je vous poserai la question pour la sécurité ensuite. Alors, Quelle a été vos expériences sur, si vous avez déjà eu, ce que je ne vous souhaite pas, mais voilà, à faire avec la santé, que ce soit pour vous, ou vos enfants ou autres. Est-ce que vous partagez ça? Santé et éducation, école, les enfants. alors, je peux tellement pas vous aider. Parce que médical, enfin santé, jamais à faire, enfin, à part aller sur certaines cliniques de santé, faire des prises de sang, mais c'est tellement pas du tout représentatif. Donc je pourrais pas vous donner aucun avis sur ça. J'ai pas eu assez d'expérience de ça, j'ai aucun avis, donc j'en sais absolument. Ouais, bon, j'entends pas mal on va rien dire. Pour la sécurité, ça, selon les endroits. Donc moi j'habite vers Bilmou, à Bilmou la Dias. Là-bas c'est plus ou moins sécurisé. J'ai vu certaines choses, mais pas plus qu'ailleurs. Bon, il y a eu une fois ou deux, on va dire qu'il y a une agression. Mais sinon, de manière générale, je me sens en sécurité. Ouais. Après, il y en a certains, ils vont se plaindre de trop de contrôle. Mais de manière générale, moi, je ne veux pas me plaindre sur ça. Je me sens en sécurité. Maintenant, est-ce que c'est vrai ou pas, je ne pourrais pas avoir vraiment. Je ne serais pas objectif. Non, franchement, beaucoup plus sécurisé qu'à Paris. Si tu veux une comparaison. Voilà, tout simplement. Donc, non, de manière générale. Très bien. Pour revenir justement à tout ce qui est de l'ordre du sanitaire. Alors bon, je n'ai pas été confronté à des soins compliqués, des chimios, des choses comme ça. Mais pour ce qui est des premiers soins, des premières maladies, aller chez un dentiste, c'est beaucoup plus facile et accessible d'aller chez un dentiste aujourd'hui que prendre un rendez-vous en France. Ou tout autre corps de métier. Tu vas prendre rendez-vous chez n'importe quel... Voilà, je prends l'exemple du dentiste. En France, c'est assez compliqué. On ne parle même pas de ce que ça pourrait coûter. Ça, c'est une première chose. Pour l'ordre de tout ce qui est l'éducation, donc je laisse ma place parce que mon expérience, elle a été il y a 20 ans passés, quand mes enfants ont été amenés à devoir rentrer dans le cursus ici, et j'ai trouvé que c'était un petit peu très décalé. Probablement, fortement, les choses ont dû évoluer, j'ose espérer, en 20 ans. Donc, je ne m'exprimerai pas sur ce cas-là. Par contre, sur tout ce qui est la sécurité, moi, personnellement, j'apprécie. Parce que déjà, première chose, on se sent même en sécurité. Pour reprendre ce que disait Hamza, on ne va pas cracher sur d'autres entités, mais il n'y a pas la peur du gendarme ici. Il n'y a pas la peur du gendarme. Ici, la population n'est pas virulente. Ah oui, les gens, ils parlent beaucoup, mais il n'y a personne qui va aller au conflit physique. Personne ne va aller au corporel, même s'il y a des incivilités. Et puis les gens, ils vont tout de suite faire le musamaha. Tu vois, tu vois. Et ça, après, de laisser sa maison, partir en vacances, ça, c'est propre à tout le monde. Tu pourrais habiter à Paris, ça pourrait se passer. Tu pourrais habiter à Dubaï, ça pourrait se passer. Donc, ce n'est pas propre à l'Algérie. Donc, tout ce qui est sécurité, c'est très bien, que ce soit à la douane, que ce soit la police, que ce soit la gendarmerie. Et en plus, ils sont même très empathiques et très complaisants. Ouais. Et tu as un problème, ils vont venir t'aider. Ta voiture, elle a crevé, on va venir t'aider. Alors que dans d'autres contrées, on te laisserait proprement libre à toi-même. Donc non, franchement, c'est très marqué et c'est même très bien. On a besoin de ça. Parce que s'il y aurait moins que ça, il y aura peut-être plus d'autres problèmes sociaux. Voilà. Non, ouais, un peu comme Hamza, moi j'ai pas forcément de retour à faire sur la santé et l'éducation. Sur la sécurité, je pense que tout a été un peu dit. Après, je pense que pour faire un petit comparatif avec un département dans lequel je suis né et j'ai grandi, le 93, il y a beaucoup de fantasmes qui sont faits sur ce département, mais également par rapport à la sécurité ici en Algérie et à Alger en tout cas. Ou voilà, parfois on peut penser que... Enfin moi, c'est des échos que j'ai même eu dans ma famille. Fais gaffe, c'est dangereux, etc. J'habite encore pour seulement quelques semaines. Ensuite, je monte sur El Biar. Donc les 6 premiers mois, je les ai fait à Alger Centre. Donc Alger Centre, c'est globalement beaucoup plus populaire que par exemple Bir Moudaris ou Hamza. Je peux fréquenter des quartiers à CUP et des gens d'une certaine classe comme Ahidra, etc. Je peux également fréquenter des quartiers extrêmement populaires. On va dire j'ai un peu cette double, je sais pas comment. Enfin, cette mixité sociale. Cette mixité sociale où je me sens à la fois à l'aise dans les endroits, dans les quartiers très populaires et dans les quartiers on va dire plus huppés. Et quand je suis dans les quartiers populaires, je suis pas spécialement que dans les appartements ou autres. Je suis un peu je suis dans les quartiers avec des amis, etc. Et j'ai strictement rien vu. Alors je dis pas qu'il se passe strictement rien, il doit forcément y avoir des cas comme partout. Je fréquente également beaucoup les stades. Alors c'est vrai que parfois il peut y avoir un peu de violence dans les stades, mais ça reste très... en fait c'est pas méchant ce que je vois en tout cas. Du peu que je vois, c'est pas méchant. Ouais non, les stades c'est... Ouais,
là tu as toute la population. Bien sûr. Alors, c'est très compliqué, très difficile à comparer, parce qu'en fait, En termes d'agressivité, par exemple. Alors, en Algérie, il y a beaucoup plus, faut le dire, il y a beaucoup plus de risques de violence dans les stades, puisqu'en fait, c'est une ambiance qui est extrêmement masculine, même proche des mouvements ultra. Ouais. Alors qu'en Europe, on peut aller facilement au stade avec son enfant de 2 ans ou un grand-père ou une grand-mère. Voilà, c'est très difficile de faire un comparatif entre les deux. Mais pour le coup, je vais pas citer le stade dans lequel j'ai été ou le club en question pour pas créer de débat ou autre, mais j'ai été dans un stade qui a une certaine réputation. J'y suis allé seul. Il m'est strictement rien arrivé. Je fais des petites vidéos dans les stades, donc j'avais mon portable de sortie. Et à aucun moment je me suis senti en insécurité. Et puis j'ai envie de dire, pour faire également une analogie avec ce que vous disiez tout à l'heure, vu le nombre de policiers ou de gendarmes qui sont à disposition de la population, à chaque carrefour, à chaque stade ou autre, franchement, pour se sentir en insécurité en Algérie, c'est quand même très compliqué. Il faut chercher les problèmes, j'ai envie de te dire. Ouais, il faut vraiment aller les provoquer, je tiens à le notifier, parce qu'on fait tous des petites infractions, stationnement approximatif, les lignes blanches. Alors, on aime bien venir vous représenter, mais il y a beaucoup d'empathie. On va faire beaucoup d'infractions. Est-ce que tu fais ça en France? Pourquoi tu fais ça? Tu es censé montrer l'exemple et on va te laisser partir. Et ça, c'est pas commun. Il y a d'autres pays, tu payes. Il n'y a pas d'humain. Je parle pas pour diaboliser les Émirats, mais en l'occurrence que ce soit même l'Arabie. Khalifa, c'est tout de suite. Il n'y a pas d'humain, on ne parle pas. Tout est payable. Alors qu'ici, il y a vraiment d'humain, d'empathie. 2-3 questions, t'es d'où, tu fais quoi ici, et ça s'arrête là, quoi. Et c'est encore un point fort. Ouais. Vraiment fort. Ouais, non, moi, je voulais partager mon expérience sur ces 3 points. Et vous avez en fait tout dit, quoi. J'ai pas grand-chose à ajouter, parce que c'est exactement ce que je pense. C'est-à-dire qu'au niveau, on va commencer par l'aspect sécuritaire. Très clairement, j'ai déjà entendu effectivement des remarques, genre ouais, il y a trop de contrôle et tout. Alors que en fait, le rapport que tu as, ça c'est vachement important de le préciser, le rapport que tu as ici avec la police, l'autorité, oui. Les autorités, les forces de l'ordre, ça n'a rien à voir avec à l'étranger, où tu as peur, alors que bon, tu es en règle, tu vois, tu as ce qu'il faut, mais tu as peur quand même. Alors que ici, tu vois, tu sors de l'aide, tu vois, t'as un échange. Je me suis déjà fait contrôler, voilà. Alors par exemple, j'utilisais le téléphone, le GPS, machin et tout. Bon, on a échangé, pas de souci. Mais tu sens vraiment, tu as un échange. On n'est pas dans un ordre répressif. Ouais, c'est ça. On n'est pas vraiment du tout dans la répression. Sous pression. Exactement, et tu peux parler, échanger, débattre, il va t'expliquer, c'est la première fois que je te le fais, ça mérite 5000 dinars d'amende, pourquoi tu fais ça, un peu de remontrance comme un grand frère dira à son petit frère ou un père dira à son père, c'est son rôle, mais on n'est pas vraiment du tout dans la répression, quoi. Mais si besoin est, par contre, oui, bien sûr. Selon si tu fais le fou, voilà, exactement. Normal. Et donc du coup, en fait, leur présence, tu vois, par exemple, sur Alger, qui est une ville très particulière, la capitale, avec tout ce qui va avec, au contraire, moi je le vois comme justement une sécurité. Et donc non, sur la sécurité, clairement, moi j'ai jamais ressenti quoi que ce soit. Et effectivement, j'ai eu des anecdotes où, par exemple, il y avait une personne qui avait volé un magasin ou quoi que ce soit, où c'était les gens autour, les passants, qui sont tombés dessus, qui l'ont attrapé. Ouais. Et c'était Ali qui m'avait raconté, qui est là avec nous, là, qui nous avait raconté, qui m'avait raconté que limite, ils disaient appeler la police, genre, parce que pour me protéger des passants qui risquent de me tomber dessus. Je trouvais cette anecdote super intéressante. Personnellement, moi, j'ai jamais vu de délit. J'ai jamais confronté de délit. Par contre, des incivilités, oui. Incivilités, oui. Où ça va traverser un peu dans tous les sens, ainsi de suite. Il y a ce côté, effectivement. Mais ça reste beaucoup plus léger. Et quand on compare, si on peut faire des comparaisons avec ce qu'on a connu, effectivement, en Europe ou ailleurs, voilà, on se sent tranquille quand c'est sécurisé. Si je peux me permettre de le reprendre, parce que tu parlais des incivilités, c'est marrant, on parle d'incivilité et comparer. Je prends ces 2 mots. On vient tous de France, on a grandi en France, éduqué à la française, on pense français, on a un fikr français. Si pour résumer, sans dire que ma vérité, ce que j'estime être une vérité, mais je pense que je vais faire pas de monde,
La différence entre la France et l'Algérie, c'est que l'Algérie, il y a du hnin, il y a de la compassion, mais il y a un souci de civisme. Oui. La France, on est très civique, mais au niveau de l'humain, il n'y a pas. C'est très individualiste. Et on est vraiment tourné vers l'individualisme, même dans les familles même, hein, dans le travail, le cours. Enfin, et c'est vraiment ça ce qui fait la différence. Donc, le bon combo, ça serait du civisme. Et en fait, c'est ce qui va manquer. Et le civisme, ça va passer par la formation, à sensibiliser les gens et à vouloir travailler pour. Quand on arrivera à ça, je pense qu'on aura gagné. Ouais, c'est important parce que tout à l'heure vous parliez aussi de communication et tout, je voulais rebondir là-dessus. C'est aussi l'objet de notre rencontre, l'objet de cette émission, c'est justement de partager, de communiquer. Et je pense que très clairement ce qui nous manque, c'est pas grand-chose. Parce qu'il y a une volonté, il y a une capacité de travail, mais il y a un besoin de faire circuler l'information, de communiquer, de montrer, entre guillemets, des exemples qui peuvent du coup sur lesquels d'autres personnes peuvent s'inspirer, dire tiens si lui il l'a fait, moi aussi je peux le faire, et donc c'est faisable et ça ouvre les horizons, tu vois, et de se dire ok moi je me lance également. C'est ça l'objectif en fait. L'objectif c'est ça. Et souvent quand moi je faisais des vidéos, on me disait ah oui mais non mais tu racontes alors c'est quoi, ouais, tu vends du rêve machin et tout ça et tout, installe-toi et on en discutera. Je suis installé. Ouais, mais t'es installé, passe un an. T'as pas assez de recul. Voilà, t'as pas assez de recul. Ça fait 1 an. Bon, t'as pas assez de recul. J'invite des personnes qui ont du recul. Ça va comme ça. Oui, mais non, fais quelque chose. Voilà, j'ai créé une première société, on va commencer à encore avancer et on vous partagera d'autres expériences avec d'autres entrepreneurs, ainsi de suite. Il y a toujours des gens qui. Et c'est ça qu'il faut, il faut faire tomber. Et à un moment, forcément, je connais un petit peu maintenant les rouages. Voilà, le rouage des réseaux sociaux, ainsi de suite. À force, parce qu'on peut critiquer quand j'ai fait intervenir 1-2 personnes, on disait non, lui aussi, c'est pas vrai, ils vendent du rêve ou je sais pas quoi. 2, 3, 10, 15, 20, 30. Voilà, après, on est sur du factuel. Voilà, et c'est du factuel. Voilà, l'expérience. Je suis là depuis 8 ans, je suis là depuis 1 an et demi, je suis là depuis 1 an. Voilà ce qui se passe. Ça commence à faire beaucoup. Et là, ceux qui sont positifs, eux, ils sont déjà convaincus. Ceux qui n'étaient pas négatifs, mais qui étaient vachement influencés par toute cette négativité, là, ils se disent, factuellement, force est de constater, de les croire. Ouais, ceux qui sont négatifs et qui ont de l'ego, eux, ils vont encore un petit peu... Ils vont travailler sur eux-mêmes. Voilà, ça va prendre un peu de temps, mais voilà. Voilà pour la sécurité. Je ne sais pas si vous voulez rebondir sur ce que... Non, pour ma part, je pense qu'on a abordé très largement et on est tous revenus sur le même constat, en fait. On est tous sur le même constat. Sur la partie médicale, moi, dans mon expérience, j'ai pas eu trop alhamdoulilah, j'ai pas eu trop à faire. J'ai déjà raconté, j'ai le petit qui avait une bronchite, je crois, ça. Et donc voilà, on est passé par un privé, sans rendez-vous. C'est pour ça que ce que tu as indiqué, voilà, tu as tout dit, quoi. Il n'y a pas eu d'attente particulière. On a, je crois, appelé, ou je crois sans avoir appelé. Alors on a eu deux cas différents. Je crois qu'il y en avait un, on avait appelé, l'autre c'était sans appeler. Alors il y a eu deux problèmes différents, mais je ne me rappelle plus c'était quoi le deuxième. Bref, le jour même, direct, je crois 1/2 heure d'attente dans la salle d'attente. On est pris, on a ce qu'il y avait à faire. Moi je prends le cas du dentiste. Après je sais que voilà. Il y a d'autres cas, limité, tu peux être dans des cas des cas compliqués et que là tu peux être en rupture de médicaments, de ce que j'ai compris, des choses comme ça. Mais sur du général, voilà, t'as la base, elle est existante. Parle à la masse de la population, les premiers soins, sans rentrer dans des choses complexes qui nécessitent des opérations, des agents, des sites particuliers. Mais en tout cas, voilà, pour les premiers soins, c'est pas compliqué. Ça, et même j'ai eu des proches. Un qui son petit a eu un point de suture à poser, ça s'est fait super rapidement. Un autre qui nous avait partagé ici lors d'un épisode pour son fils, pareil, le jour même, en l'espace d'1 heure, des points de suture qui ont été posés pour son fils. Une opération pour un membre cassé, ainsi de suite. Non, tout n'est pas beau, tout n'est pas rose, mais au final, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien pour traiter l'urgence. Par rapport à ce qu'on nous explique, voilà, exactement. Et puis il y a pas aussi c'est marrant, c'est que pour le sanitaire, il n'y a pas toute cette procédure administrative qu'on connaît nous. Ouais. Les quittances, les mutuelles, la carte, si tu n'as pas la carte, c'est pas encore.
Alors, j'ai une question qui repose souvent, c'est locataire ou propriétaire, ou est-ce que vous comptez, si vous êtes parti sur locataire, pourquoi? Et est-ce que vous comptez ensuite investir pour être propriétaire par la suite? Moi, pour reprendre la parole simplement, à projet, de devenir propriétaire, ça serait, je ne vais pas dire une consécration, mais ça serait une petite victoire dans ce que je mets en place, sachant qu'une maison, ça ne préserve de rien, hein. Mais ça serait une finalité, ça serait une zone de confort plus large que d'avoir son toit au-dessus de la tête. Voilà, ça serait un objectif. Après, les motivations sont diverses, la région diffère aussi, parce que l'actualité, parce que l'âge, parce que les projets, mais bien évidemment, comme tout à chacun, c'est un projet que j'aimerais vraiment concrétiser. Et voilà. Après, administrativement parlant, je ne suis pas algérien, donc il faudrait que je mette au nom d'une épouse ou au nom d'un de mes enfants. Donc c'est encore une... Mais bon, ce n'est pas le truc le plus compliqué. Je tiens à faire une parenthèse. Tout à l'heure, je disais que ma situation au niveau de l'administration a été complexe. Ça ne regarde que moi. J'ai beaucoup de personnes qui sont, comme moi, français, mariés avec des jeunes filles, migrées de France ou locales, où leur procédure s'est stabilisée très rapidement, en justifiant d'un livret de famille une reconnaissance, un récépissé de 3 mois, 1 an. Au bout de 2 ans, ils avaient tous des statures très... tout ce qui avait plus de conventionnel. C'est juste ma situation à moi. C'est pas conventionnel, c'est pas pour tout le monde. Je m'exprime pas, ça sera pas la même chose pour tout le monde. Celui qui vient avec un livret de famille, par exemple, qui va justifier d'une intégration, donc ça sera beaucoup plus simple pour lui, quoi. Dans le cas où tu n'as pas la nationalité, voilà, demain j'aurai une nationalité, j'ai plus de problème en soi. Je veux dire, j'ai plus qu'à profiter de. Non, c'est juste cette particularité qui est mon cheval de bataille du moment. Voilà, c'est tout. Alors pour moi, je suis locataire actuellement. Bientôt fin de bail. Et en pleine transition d'achat. Donc moi je veux devenir propriétaire, mais investissement locatif. Donc ça veut dire que c'est relativement, ça sera beaucoup plus petit que si vous voulez vivre ici. Et pour aussi avoir une première expérience. Donc j'ai eu ma première expérience en tant que locataire, c'est bien déroulé. Maintenant j'aimerais bien avoir, avant, peut-être pour aller plus loin, de faire une expérience d'abord en tant que propriétaire, et voir après si je vais aller beaucoup plus loin que ça. Donc après, je ne sais pas ce que je pourrais poser comme question, parce qu'actuellement, j'ai envie de dire, là je rencontre des difficultés entre guillemets, mais c'est des difficultés qui sont propres à mon expérience. Ça veut dire que j'ai cherché, actuellement le propriétaire, il y a des soucis administratifs, enfin des choses que je pouvais trouver un peu partout. Maintenant, il faut que je fasse plus d'expérience pour savoir si c'est uniquement, on va dire, là, par hasard, quelque chose qui est propre à ici, ou est-ce que c'est quelque chose qui est, on va dire, normal, ou qu'on peut trouver un peu partout. Alors me concernant pas spécialement, même si je me suis posé la question l'année dernière, mais de façon générale, moi j'ai toujours été plus attiré par la production que l'immobilisation. Donc je suis plus du genre à investir dans des commerces, dans une entreprise. Okay. Et me dire qu'au final, si mon loyer me coûte 10 à 15% maximum de mes revenus, c'est pas si grave que ça, puisque derrière, justement, j'ai atteint mes objectifs. Et forcément, avec cette manne financière, dans un second temps, acheter. Je peux, par contre, me poser la question de l'achat, mais justement pour faire du Airbnb. Donc, toujours dans cette logique entrepreneuriale et pas d'immobilisation. Donc, du coup, voilà, j'ai pris 6 premiers mois. Donc, le bail arrive à son terme dans peu de temps. J'avais pris 6 mois parce que voilà, je voulais d'abord quand même les 6 premiers mois près de la rue d'Isly, vraiment plein centre, Alger centre. Et donc du coup, à la base j'étais parti plutôt sur une période de test qui s'est très vite achevée, donc qui est parti sur une confirmation d'installation définitive. Et donc là je suis parti sur un bail d'1 an que je dois signer dans peu de temps, Inch'Allah, à El Biar. Donc voilà, on va dire j'ai quitté le centre, j'ai arrêté de faire le touriste. Maintenant je monte tranquille avec une belle vue. Donc voilà. Et toi, Fodil? Justement, je suis assez surpris parce que du coup on n'a pas de propriétaire. Et, ou presque, ouais, c'est ça. Mais en tout cas, même résidence dans sa résidence principale, quoi. Propriétaire de sa résidence principale, ouais. On n'a pas autour de la table. Et moi non plus. C'est pas mon cas. Et ça n'a jamais été ma logique. Et je rejoins quelques points qui ont été cités ici, parce que moi je l'ai toujours vu. Je loue ma résidence principale et j'investis sur un bien que je peux louer. Parce que en fait c'est beaucoup plus rentable et c'est beaucoup plus flexible.
Tu as envie de bouger, tu veux rajouter une pièce. D'ailleurs là, on a envie d'avoir une pièce supplémentaire. On peut bouger, sans problème. Il va y avoir un pied à terre. Exactement. Demain, l'école des enfants, mettons, en plus c'est le cas, il y a une école des enfants déménage, je peux bouger. Parce que pour moi, c'est un critère super important d'être proche de l'école. Donc je suis complètement flexible. Et ça, c'est pour moi super important. Et à côté de ça, j'investis sur du locatif qui, lui, ne bouge pas, parce que je sais que c'est pour un objectif très précis, mettre en location et éventuellement par la suite peut-être une résidence éventuellement secondaire. Mais voilà. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, vous connaissez la recette. Le groupe Telegram, Algérie à venir, il est indiqué juste en dessous. Vous pouvez revenir, rejoindre le groupe et avoir plus d'informations sur toute la question d'investissement locatif. Est-ce que tu as eu des difficultés on va dire administratif ou quel que soit, on va dire Ouais. De manière générale, dans la vie de tous les jours. Dans l'immobilier, de manière générale. De manière générale. Alors, est-ce que j'ai eu des difficultés de manière générale au niveau administratif? C'est une bonne question. Donc, tout ce qui est papier, c'est-à-dire faire mon passeport, CNI, la carte biométrique, l'attestation d'hébergement. Non, ça, la S12, je l'avais fait en France. L'attestation d'hébergement. Par contre, je devais refaire mon passeport. Pour le coup, je l'ai refait ici en Algérie. J'ai été impressionné par la vitesse. Je préférais vous laisser, je m'oubliais de témoigner, mais parce que, bon, moi, si je dis, tu vois, ça pourrait sonner faux, tu vois. Genre. Donc là, c'était intéressant d'entendre vos expériences. Et moi, j'étais impressionné. Le passeport, ça a pris, alors je me rappelle parce que j'avais les dates, ça a pris moins de 3 semaines. L'attestation d'hébergement, comme vous savez, ça a pris, ils te le font en 1 heure, sur place à la mairie, à la PC. La carte grise de la voiture, ça a pris, alors là j'étais super impressionné, tu déposes le dossier et te dit va payer le timbre à la poste. Tu payes le timbre à la poste, reviens, le truc était prêt à la poste, tac, merci, au revoir. Donc j'ai eu ma carte grise grosso modo en 1h30, 2 heures. Quand tu sais que... Voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là, je dois renouveler mon permis de conduire parce que j'étais parti à l'étranger, je l'avais renouvelé, ainsi de suite. Il est bloqué depuis à peu près 5 ans, mon permis de conduire en France. Entre parenthèses. Donc, la CNI, alors c'est tombé pendant le Ramadan, la carte biométrique, elle a pris un peu plus de temps. Je crois qu'elle a pris... Alors, le passeport, j'ai dit, c'est 1 semaine, et c'est la CNI, la carte biométrique, a pris 3 semaines. 1 semaine, le passeport. Encore. J'ai rien compris. En période estivale, en plus. En période où, soi-disant, les gens seraient amenés à voyager plus. Il y a un flux de demandes. Le mec, il m'avait dit 1 semaine, mais franchement, quand il m'a dit 1 semaine, je suis venu après. Honnêtement, je suis arrivé après, je crois que je suis venu au bout de 10 jours, tu vois. Et il m'a dit, mais regarde, je t'avais dit 1 semaine, regarde la date. Effectivement, ça avait mis une semaine. C'est un comble. Non, j'ai été bluffé sur ça. Voilà, bon, j'ai donné quelques éléments. Les factures à payer, eau, électricité, application. Internet. Ouais, vous le faites aussi, j'imagine. Application, j'ai pas encore de compte bancaire, mais ça arrive bientôt. D'accord. À faire, franchement. Oui. À faire, sachant qu'on peut payer en ligne. Moi, je suis encore gros flemmard au niveau des papiers. Je peux ne pas lancer un projet parce qu'en fait, il y a trop de papiers à faire. Je suis à ce niveau-là, tu vois. Donc, sur ça, bluffé. En contrepartie, quand j'ai fait venir mes affaires de Turquie, parce que je venais de Turquie, là, j'ai galéré. Alors, parce que la société d'export en Turquie m'avait fait galérer de fou. J'avais envoyé au mois d'août, et les affaires étaient bloquées au mois de jusqu'à mois de janvier, février. Il a fallu même que je les menace de prendre un avocat pour débloquer la situation. On en était là. Mais ça, c'est la société turque. Donc ça s'est débloqué comme ça. Et ensuite, après, une fois arrivé, donc là, c'est pas de la faute en Algérie, tu vois, comme quoi on a vite tendance à... Mais c'est vrai que c'est super intéressant, tu vois, quand tu as des expériences à l'étranger, tu compares. Ouais, tout à fait. Tu vois, et que tu te dis, ok, quand tu as juste la comparaison France-Algérie, bon, tu viens avec un esprit, en plus en France, malgré ce qu'il y a, on est toujours de toute façon assez négatif. Et parfois, on a tendance à venir avec cet esprit-là. Mais quand tu as, par contre, vu autre chose, tu vois, tu arrives à être un peu plus relatif. Tu tempères les choses. Tu es beaucoup plus ouvert et beaucoup plus juste. Donc là, sur cette problématique de transfert de mes affaires, qui sont parties mois d'août,
et qui sont arrivés au final premier jour de Ramadan. Donc je sais plus, ça donnait quoi? Ça donnait genre en avril, Ramadan, le premier jour à peu près, grosso modo. C'est beaucoup. Ouais. Voilà. Et ben sur tout ce délai énorme, la responsabilité en fait de la société turque, c'était de août jusqu'à, si je me trompe pas, février. Ok. Voilà. Tout ça, c'était la responsabilité de la société turque. Et ensuite, l'administration algérienne, c'était fin février jusqu'à début avril. Donc un gros mois. Délai très convenable. Voilà, mars, voilà, en gros. Alors. Et là, c'était l'import. Ça aurait pu être plus rapide, je pense. Ça aurait pu être plus rapide. Ça a traîné un petit peu. Mais voilà, ça a pris, je pense, 5 semaines à peu près. Moi qui travaille beaucoup avec l'import, Ouais. quand je travaillais à Oran, pour une société française qui ramenait des essences de jus de parfum, on faisait de l'import. On ramenait des produits d'Inde et des produits de partout, de Pologne, Espagne, de France. Et non, les délais, même pour des professionnels, avec des centaines et des centaines de tonnages, ça sortait pas avant 1 mois et demi, 2 mois. Et malgré que tu as une récurrence, et c'est le même formulaire, et c'est le même transitaire, mais il y a des délais comme un délai de stockage, un délai de procédure, il y a un temps de contrôle. Jamais tu vas, même en étant professionnel, c'est-à-dire que tu connais les rouages, tu connais les bons contacts, ça prend toujours un temps. Et même d'autres amis avec qui je travaille, avec qui je communique, qui font aussi de l'import essentiellement beaucoup à la Turquie, pour amener des produits frigorifiques, les délais, ça tourne toujours entre 1 mois et demi et 2 mois, quoi. Il y a la cale sèche, il y a le port, il y a le temps de dévente, c'est rarement beaucoup plus rapide, quoi. Donc t'as pas subi t'as pas subi quelque chose de plus particulier, quoi. Moins d'1 mois et demi, j'ai rarement vu, sincèrement. Et moi, j'importais toutes les semaines. Enfin, la société pour laquelle je travaillais, on importait toutes les semaines et on connaissait les rouages, on connaissait, la même récurrence, mais il y avait un délai incompatible, quoi. Incompréhensible. Après, c'est 1 mois et demi pour sortir. Oui, pour sortir. Ouais, c'est ça. Pour sortir, c'est ça, pour sortir. C'est-à-dire que toutes les procédures, les tampons, aller au commissionnaire, au divisionnaire, au receveur, revenir, les factures, la transition, c'est des documents traduits des fois. Non, ça prenait du temps. Mais toi, les 6 mois que tu as eu qui étaient bloqués en Turquie, est-ce que c'était propre à ton cas ou c'est de l'administration turque qui était de manière qui est générale en fait, qui est on va dire non, je pense que je suis tombé sur une mauvaise société. Okay. Tu vois, je suis tombé sur une mauvaise société. Alors en plus, l'ironie du sort, c'est que c'était la société que j'avais sollicité pour faire venir mes affaires de Dubaï. C'est-à-dire pour sortir mes affaires parce que j'avais fait donc ces mêmes affaires, je les ai trimballées. Ils ont fait Dubaï, Istanbul, et ensuite j'ai sollicité cette société pour faire Istanbul, Antalya. Donc ça s'était bien passé. Donc je me suis dit, je vois pourquoi j'ai fait un truc simple, tu vois. Je me suis dit, je vais utiliser la même société. Sauf que je pense qu'il devait y avoir des petits soucis financiers ou je sais pas. Ils avaient en fait envoyé, mais avec une version la plus économique possible. Ils avaient fait ce qu'on appelle un groupage. Alors que normalement, ils pouvaient, par rapport à ce qui est aux affaires et tout, ils ne pouvaient pas faire un groupage. Il fallait que ça soit envoyé seul, grosso modo. C'est pour ça que ça a bloqué. Parce que ça coûtait moins cher, ils ont fait ça. Et du coup, c'est pour ça qu'il a fallu que ça a pris du temps, mais ça s'est débloqué finalement. Je vais vous lancer sur une question. Est-ce que, très sincèrement, à un moment, vous vous êtes dit, ça vous a traversé l'esprit, finalement, j'ai envie de rentrer? Alors... Il y a quelque chose parce que cette question, elle est pas... On ne pourrait pas dire oui ou non, tu vois, c'est pas évident. Si ça tenait qu'à moi, je te dirais, il y a une partie non, clairement, parce que je vois qu'ici, il y a plein de choses à faire. Tout le monde va te dire... Enfin, d'un autre point de vue, moi, je vois des opportunités. Quand tu compares, on va dire, économiquement, on va dire, sur le plan du business, en France et en Algérie, réflexe automatique, tout est à faire. Donc ça, c'est, on va dire, le premier niveau. Tu rentres dans le premier niveau, tu commences à essayer de faire des choses, tu te rends compte, on va parler juste d'expérience que, pas moi que j'ai eue, mais plutôt que ma femme a eue. Elle est dans le marketing digital et dans le tourisme. Elle a voulu faire une agence touristique par destination, on va commencer pour le Sahara, donc Janet, etc. Donc son but c'était de faire interface entre la France et l'Algérie et de faire justement de ramener du trafic et de dispatcher avec les agences. Donc au début, elle voulait faire un truc beaucoup plus grand, elle voulait faire du booking en mode algérien. À peine on a commencé à regarder les problématiques, la première problématique qui nous a sauté aux yeux, c'était la réservation d'hôtels et d'autres réservations d'activités, etc. On a à peine rentré dedans qu'on s'est dit, juste cette partie-là, c'était déjà un business. Ça veut dire qu'on est parti sur une idée, on rentre en profondeur,
Et on se rend compte que d'un coup, il y a, une nouvelle problématique. Et peut-être à cause de cette problématique, encore une autre problématique. Donc on se retrouve vite débordé, entre guillemets, et se dire que, en fait, on est parti sur un point A, et finalement, autant commencer par le point C, parce que finalement, le point C n'existe pas. En France, je veux commencer quelque chose, on va avoir 1001 services. Donc après, bien sûr, ça demande du budget, mais on va avoir 1001 services qui va nous permettre de faire quelque chose. C'est-à-dire que je vais commencer ma boîte, j'aurai une boîte de comptabilité qui va arriver, qui va me dire ça t'intéresse de faire de la comptabilité enfin avec nous. Et tu vas avoir un autre qui va dire voilà, moi je vais faire de la gestion, est-ce que ça t'intéresse, je vais avoir du consulting, enfin, pourquoi pas, pour la normalisation. Il y aura toujours un service. Ici, il va manquer beaucoup de choses. Et donc, du coup, on peut commencer quelque chose et partir sur autre chose. Ça, c'était pour l'expérience, on va dire. Je me suis perdu. Ouais, c'était par rapport au fait que tu avais pas mal de... Il y a de l'idée, mais qu'il va manquer des services pour lesquels... Mais en même temps, s'il y avait tous ces services, il y aurait forcément plus de concurrence. Exactement. D'où le fait que on va avoir plusieurs opportunités très faciles on va dire, dans un premier temps, à se lancer tout simplement. Moi, pour compléter la réponse de Hamza, moi, totalement différent. Parce qu'une expérience totalement différente, avec un parcours un peu plus éclectique et peut-être un peu plus riche de ces expériences. Moi, je pense que je suis arrivé à destination de tous mes voyages. Je pense que je suis arrivé à la fin de toutes mes expériences. Essentiellement, vraiment, ce qui était le plus marquant, c'est le GCC, c'est les pays du Golfe en général, parce que c'est un investissement émotionnel, surtout quand tu as 22-25 ans, financier, tu y crois, et qu'au final, il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a rien. Donc, tu n'es qu'une facture. Ici, aujourd'hui, je pense que je suis arrivé à la finalité, j'ai retrouvé ce que j'avais besoin. Parce que la maturité, parce que les besoins ne sont pas les mêmes. 22, 25 ans, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes projections, on n'a pas les mêmes espoirs. Et on a appris des épreuves de vie, de prioriser les choses. Donc moi, pour ma part, aujourd'hui, je suis arrivé à destination, j'attends juste de mettre la forme. Je suis en train de prendre le temps, parce qu'ici, il faut prendre son temps. Mais pour ma part, je ne vois pas que... Je pourrais m'essayer peut-être par curiosité, peut-être l'Asie, un continent que je n'ai jamais visité, mais ça serait de la pure curiosité. Pas du tout une projection à m'y établir en long et en dur. Voilà. Et pour le Maghreb, mes influences sont vraiment ancrées ici, même mon entourage dirait que j'avais chez nous. Mais j'ai regardé que les gens que j'avais autour de nous, 90%, c'était des gens qui étaient la diaspora algérienne par défaut, peut-être parce que la diaspora était la plus présente chez nous. Mais donc les codes, les mœurs, tout ça, ça fait partie de... C'est totalement intégré. Donc je me projetterais difficilement autre part. Ou même ça pourrait être plus facile administrativement. Le Maroc, par exemple, il n'y a pas les mêmes contraintes. C'est beaucoup plus facile pour plein de choses. Mais je pense que de culture, mentalité parlant, je pense que c'est plus en raccord avec mon identité, avec ce que j'attends et ce que j'espère. Alors, juste pour répondre à ta question, parce que je n'ai pas répondu à ta question finalement. Donc ça, c'était le non. Donc, c'était le oui. C'est-à-dire, ça, c'est le oui pour rester ici. Toutes les opportunités de business qu'il y a ici, la facilité comparée à, on va dire, en France, ça me pousse à rester ici et me lancer et travailler avec les Algériens. Maintenant, le non, c'est que, on n'est pas en France. Donc, tu vas te rencontrer avec une culture, tu vas te rencontrer avec des habitudes, tu vas rencontrer des difficultés. Et si tu pars, entre guillemets, bon, c'est un petit peu le cliché, mais si tu pars en tant que colon français, avec la mentalité, en te disant que ça se passe exactement comme en France, tu risques d'avoir quelques problèmes. Et du coup, avoir beaucoup plus grandes difficultés que ce qu'il est vraiment. Par contre, paradoxalement, tu vas quand même avoir d'autres difficultés qui sont propres à ici. Et c'est ces difficultés-là qui peuvent parfois te pousser à te dire « Ah non, je préfère aller en France parce qu'en France, c'est déjà plus carré. » Donc, tu vas avoir les avantages et les inconvénients, tu vas les avoir dans les deux côtés, d'où le oui et le non. Donc, selon les personnes, c'est un oui et un non. Tu peux très bien vouloir rester ici c'est mon point de vue, pour ces raisons-là, et aussi rencontrer des difficultés qui peuvent te pousser parfois à te dire c'est dur. C'est dur. Alors, oui, mais moi, c'est un cas très particulier. J'allais dire, c'est un petit peu, j'allais dire pas hypocrite, mais c'est à distance. Donc moi, mon objectif, c'est de travailler avec les Algériens, mais à distance. Donc, et ouvrir cette plateforme-là à distance. Alors, on va te confronter à se dire, si tu fais ça à distance, tu vas avoir des problèmes. Parce qu'en Algérie, si tu n'es pas sur place, ça ne marche pas. Et moi, aujourd'hui, la problématique que je veux résoudre, c'est de pouvoir travailler, donc à travers une plateforme, parce que moi, je suis dans le digital, travailler avec les Algériens, trouver une méthodologie qui permet justement de pouvoir gérer ça à distance. Donc ça, c'est une problématique qui est très très spécifique. Monter ton business ici et par la suite éventuellement vivre
ça va être moi, je suis nomade, donc ça veut dire que je peux être très bien en Algérie, un peu comme ça va être un peu ton profil. Donc, je peux très bien dans un pays, puis après dans un autre. Nous, on a le projet, par exemple, d'être en Asie, donc de voir un peu comment ça se passe à l'autre côté. Mais sur du long terme, moi, j'aimerais bien continuer ici. Donc là, aujourd'hui, j'ai fait ma première expérience, voir pendant les 1 an et demi, 2 ans, partir en Asie, et après revenir, mais pouvoir gérer, de faire plusieurs allers-retours. Donc je vais faire des allers-retours entre la France et ici parce que c'est une question de facilité, mais je peux très bien après derrière aller plus loin et connecter avec d'autres pays tout simplement, parce que aussi, moi je considère qu'il y a une ressource incroyable, qu'il faut juste accompagner, surtout moi je vois les jeunes, parce que moi j'étais sur les jeunes, et que ces jeunes-là, ils ont eux leur culture, c'est pas une culture algérienne, entre guillemets, hein, c'est une culture internet. Et moi, je pense, ça c'est ma conviction, je pense qu'en les accompagnant, en les formant, ou quel que soit, il est possible de travailler avec eux et de travailler avec le monde extérieur. Parce que ces gens-là, ils ont cette... Quand je parle avec eux, ces jeunes, ils me disent, j'ai envie de quitter, j'ai envie de me barrer pour toutes les raisons du monde qu'ils vont me citer. Moi, je serais entre guillemets contre eux, je viens de l'extérieur, je leur dis, non les gars, en fait, tout à faire ici, moi je viens de l'extérieur. Et je vous dis que les gars, si on est confrontés, et mon objectif, c'est de me dire que j'aimerais bien leur faire comprendre que si vous construisez aujourd'hui directement ici, c'est largement possible que les choses vont beaucoup plus changer, que vous n'aurez même pas envie de partir. Mais il faut répondre à la contrainte économique. Donc c'est complexe. Pour moi, je considère que tu ne peux pas répondre à cette question aussi facilement que oui ou non. Et ça, c'est moi, ça, c'est ma voix, c'est cette problématique que je veux résoudre. On verra si je pourrais te répondre ça dans 4-5 ans. Alors, me concernant, après, on va jamais dire jamais. Je peux être amené à retourner en France pour je sais pas, un cas de force majeure ou autre. Mais personnellement, non, moi, c'est trop tôt, je suis là depuis 6 mois, donc l'idée m'a pas traversé l'esprit. Et ce qu'elle peut me traverser l'esprit, encore une fois, on sait jamais. Mais en soi, je répondrais non, parce que pour plusieurs raisons. Déjà d'une, encore une fois, ce qui m'a amené ici, il y a 2 choses. Côté entrepreneurial, comme tu l'as dit, c'est le jour et la nuit avec la France. Donc à ce niveau-là, voilà, c'est plié. Et il y a également le côté identitaire. En fait, moi, ma présence comment je considère mes activités et ma présence en Algérie, je trouve qu'il y a du sens à ce que je fais. C'est-à-dire, en gros, je me sens utile. Quand j'étais en France, la vérité, alors je sais pas, j'étais un chiffre dans une société, je me levais le matin, j'allais au boulot, je rentrais, j'étais avec mes potes, je regardais la télé, voilà, c'était un quotidien assez, je vais pas dire morose, mais bon, ça là, il y avait rien et c'était pas pimenté. En Algérie, voilà, il y a énormément de choses à faire, même si des choses sont déjà très bien faites. Et voilà, mais c'est surtout je trouve vraiment beaucoup de sens à ce que je fais actuellement et à ce que j'ai envie de faire. Et donc, du coup, c'est pour ça que je répondrai non, on va dire dans l'absolu, encore une fois, même si on ne sait jamais, mais du coup, voilà. Ouais, je trouve ça super intéressant parce que c'est des profils différents. Et donc, du coup, on a des prises de position totalement différentes, des motivations différentes, des histoires différentes. C'est très intéressant. Moi, pour ma part, pour répondre à cette question, pour me répondre à moi-même, c'est un mix. Il y a un mix de tout ça. C'est-à-dire que, clairement, la grande expérience à l'étranger, je perçois 100% ce que tu dis, Souleymane, lorsque tu dis quand tu as été dans différents pays, c'est pas du tout le même état d'esprit. Pour avoir fait le Moyen-Orient, c'est clair que tu le ressens, c'est pas un cliché, tu ressens clairement, et encore plus aux Émirats, et encore plus maintenant que t'es une facture sur pattes, quoi. C'est exactement ça. Faut pas, à un moment, faut dire les choses comme elles sont. Les Émirats de début 2000, on pouvait il y avait de l'authentique, excuse-moi, en 2000 il y avait encore de l'authentique. Par exemple, le mois de Ramadan, c'était interdit de distribuer de la nourriture. J'y étais il y a 3 jours, j'ai fait un petit peu le tourisme pour profiter un petit peu, j'ai été convié pour des rendez-vous professionnels, mais je me suis senti moi un étranger. C'est quand même un paradoxe. Ah oui. Moi qui étais là, j'ai connu les Émirats, je suis arrivé en 2002, février 2002, jusqu'en fin d'année 2007, 2018.
Je l'ai vu, son construit le palmier, j'ai vu Burj el Khalifa qui s'appelait au début Burj Al Arab, donc j'ai vu toutes ces choses-là. Les mœurs, les tendances, la population, la démographie n'était pas la même. Là, il y avait plus de bouchons qu'il y en a maintenant, parce qu'il y a beaucoup moins de monde aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je me suis senti gêné. Alors peut-être tu me diras, c'était pas ta place. Oui, c'est sûr que à Burj Khalifa, il faut être un pur touriste avec un vrai budget pour promener à Dubai Mall. Donc je suis parti me ressourcer à Al Ain, qui était l'authentique du pays. Mais c'est une enclave dans le pays. Alors qu'avant, c'était tout le pays qui était authentique. Et c'est dommage, à tous les points de vue. Oui, non, clairement. Et même si le reste du GCC est pas aussi, du Golfe n'est pas aussi bling-bling que Dubaï, on est d'accord. Mais il n'empêche que tu ressens vraiment... La tendance va... Ouais, tu ressens vraiment que tu es... en plus, l'Arabie est en train de rattraper son retard, entre guillemets. Tu ressens vraiment que tu es vraiment un étranger clair et net, tu vois. Et ici, quand tu as justement bourlingué, quand tu arrives, tu viens en Algérie, tu te sens chez toi. C'est l'humain, tu vois, ça n'a rien à voir. Et encore une fois, on ne sait pas l'apprécier quand on n'a pas vu autre chose à l'extérieur. Tant qu'on ne l'a pas, on ne sait pas l'apprécier à sa juste valeur. C'est ça que je veux dire. Tout à fait. On pense que c'est normal. Ici, tu vas rarement trouver des personnes qui sont orgueilleuses. Je vois, ici, on va juger par l'expérience, par ton véhicule, par ton standing, par ton adresse. Mais les gens, peut-être quelqu'un qui sera peut-être plus humble que toi, pour avoir une voiture, une Maruti qui ressemble absolument à rien, mais pour être propriétaire, ou il pourrait être invité à dîner. Il y a ce côté humain. Il y a ce côté, il n'y a pas ce côté... ça se mélange, d'ailleurs. Et justement, mais il n'y a pas de caste vraiment sociale. Ici, il n'y a pas de... Ça existe économiquement, dans les loyers, c'est vrai, on va pas... Hedra, la Placette, c'est pas ce que tu vas trouver à Burj Khalifa, à Khaïdi, par exemple. Mais l'humain, tu as l'impression vraiment d'être au même niveau que tout le monde. Si c'est pas large qui enforce le respect, sinon tu peux parler ouvertement et équitablement à tout le monde, quoi. D'ailleurs, c'est très intéressant par rapport à ton vécu et le mien, les points communs. Quand j'ai échangé même avec des anciens, des frères, les premiers, les pionniers qui ont fait la hijra, qui ont quitté fin des années 90, début 2000, ainsi de suite, et qui sont partis, qui sont principalement dirigés vers les pays du Golfe. J'en avais croisé une fois et qui me disait, mais qui étaient maintenant dans leur pays d'origine. Oui. Tu vois, soit au Maroc, Algérie, éventuellement Tunisie, et qui me disait, on aurait dû commencer par là. Tu as vu le petit groupe qu'on a ? Le petit groupe que j'ai sur Telegram, on a à peu près 1600 acteurs. Si on prend 10% qui habitent seulement ici, j'en connais beaucoup, il y en a beaucoup qui sont tous essayés en Égypte, à un temps donné, parce qu'il y en a qui se sont essayés en Turquie, il y en a qui se sont essayés en Asie, et il y en a beaucoup qui sont venus ici par la force des choses. Par la force des choses. C'est un petit peu un aimant, quoi. À la fin, on revient là. Donc, clairement à ça. Après, je peux comprendre que quand on est jeune, par contre, on a besoin de voir ailleurs, justement. Tu arrives à cette conclusion quand, justement, tu as pu... T'alimenter. Ouais, c'est-à-dire que tu avais ce besoin-là, tu avais cette frustration. Tu vois, de voir, je peux comprendre. De nourrir, il fallait nourrir quelque chose. Voilà. Donc de voir autre chose, mais tu as très très grande chance de revenir, tu vois, demi-jbed, ton sang, tu vois, il te ramène à la case départ, à ta base, tu vois. Donc ça c'est clair. Et après, il y a l'autre point, pour rejoindre ce que disait Samy, c'est aussi de contribuer, tu vois, à la patrie, tu vois, d'être là, d'apporter sa pierre à l'édifice. Alors, clairement, c'est clairement ça. Donc du coup, non seulement ça m'a jamais traversé l'esprit, parce que c'est un cheminement, ça a traversé l'esprit de repartir. C'est un cheminement, en plus, il y a une certaine expérience à l'expatriation. Mais en plus de ça, je vais même aller plus loin. C'est la première année, donc on dit toujours qu'au début, tu as toujours un peu la partie de lune de miel, tu vois, quand tu vas dans les yeux. Voilà, quand tu vas dans un nouveau pays. Mais quand on regarde dans ma configuration, parce que moi j'ai des enfants qu'il fallait inscrire à l'école, qui ont un certain âge, ainsi de suite, quand je fais l'ensemble de la qualité de vie personnelle avec la nature, ainsi de suite, la satisfaction des enfants, et ensuite tout le côté, tu as ton pays d'origine. Les opportunités d'épanouissement, tout ça. Plus tu rajoutes les opportunités, tout à fait, tu as absolument raison aussi de le préciser. Donc cet ensemble d'éléments fait que aujourd'hui, même quand, et c'est pas mon avis personnel, quand j'en parle avec mes enfants ou avec mon épouse, on est aligné, c'est-à-dire qu'on se dit ouais,
Ça vient une évidence, mais c'était le bon choix. Il a fallu, pour le reconnaître, il a fallu avoir un très autre chose. Tu n'aurais pas eu ce recul-là si tu n'avais pas encore tenté. Tout à fait. Et c'est l'expérience de l'âge. C'est nécessaire. Ouais, c'est obligé. Tu es obligé de t'essayer. C'est ça. C'est pour ça que souvent, tu vois, quand une personne dit « Ah purée, c'est dommage, j'ai fait cet échec-là, j'aurais pu arriver directement à ce résultat-là. » Non, c'est peut-être grâce à cet échec-là que tu arrives. Tu vois, même si les expériences passées n'étaient pas des échecs. Mais en fait, tu construis en fait, ton cheminement. Bien sûr. Et surtout, tu apprends sur tout ce que tu ne veux plus rencontrer. Tu vas dans un pays où, je sais pas, la barrière de la langue, c'est compliqué. On va prendre l'exemple de la Turquie. C'est pas un pays arabophone. C'est juste très dommage. C'est un pays qui a son entité. C'est ni anglophone. C'est-à-dire que si tu n'es pas familier avec le langage turc, c'est très compliqué d'intégration. Et tu vas être obligé de passer par l'interprète, tu vas être tributaire de ça. Et c'est jusqu'à ce que tu te formalises, mais après, qu'est-ce que ça vaudra par la suite, quoi? Est-ce que c'est pas un petit peu une enclave? Alors, économiquement, c'est bien, politiquement, c'est autre chose. Mais enfin, voilà, quoi. Alors, moi, j'avais juste revenir sur un truc, parce que là, c'est votre expérience qui m'intéresse. Vous avez tous les deux des enfants. Moi, je suis un peu dans cette problématique, mais j'en ai pas encore. Inch'Allah. Et la question de l'éducation. Alors, ici, vous avez, du coup, ils sont à l'école ici? Oui. Alors, est-ce qu'il y a eu des peurs, des craintes? Est-ce que ça se passe bien? Alors, parce que moi, justement, j'ai rien du tout comme avis. J'ai aucun recul, j'ai aucune connaissance dessus. Et je ne sais pas, et j'ai cette impression que, bon, c'est pas, on va dire que si tout le monde veut partir en France, c'est qu'en France, c'est meilleur qu'ici. Voilà, ça, c'est l'idée que j'ai. Ouais. C'est sûr que, clairement, dans le, comme je disais, ce qui va te permettre d'aller dans ton option de vie en Algérie, bon, il y a un ensemble de paramètres, mais l'éducation est clairement pour moi un point extrêmement important et positif. Parce que, on le sait tous, ce qui est enseigné dans les écoles aujourd'hui européennes, parce que, voire même occidentales, c'est plus propre. Il y a vraiment une normalisation de reconnaître certaines mœurs qui déplacent l'hexagone. Tout à fait, absolument. C'est pas propre à un pays. Et donc ça, c'est vraiment, il y a une vraie stratégie à marche forcée d'ailleurs, et c'est ceux qui risquent simplement de s'opposer ou de montrer un peu de résistance, ils se font écraser. Moi personnellement, je l'avais vu venir, et c'était un des éléments, une des raisons de mon expatriation dès le début initial. Okay. Donc ça, c'est pour moi, c'est vraiment le fil conducteur. Okay. Tu vois. Pour ceux qui ne sont pas sensibles à ça et qui n'ont pas de problème à éduquer leurs enfants, les laisser 8 heures n'importe où. Bon, déjà, on va pas être, on va pas parler la même langue en fait, parce que moi, ça, c'était le fil conducteur, tu vois. Et donc, pourquoi, pour revenir à ta question sur l'Algérie, le fait quand on est venu ici, par contre, moi j'avais un autre élément, c'était de maintenir la pédagogie francophone, française, pour pouvoir faire un meilleur suivi et comprendre. Ensuite, je sais que d'autres ont fait des options sur d'autres langues. Moi, ce qui me posait problème, c'est que tu ne peux pas faire un suivi, à mon sens, selon moi, je ne pouvais pas faire un suivi sur une pédagogie différente. Donc, c'est pour ça que je suis parti là-dessus. Je l'ai mis dans une école française. En première langue, ils font de l'arabe. À côté, ils ont tout un ensemble d'activités où elles s'éclatent. Vraiment, les enfants s'éclatent. L'équitation, du judo pour le petit. Enfin, voilà, tout est à proximité, très qualitatif, très économique, très convivial, tu vois, et humain. Tu vois, je sais pas, après, tu vois, qu'est-ce que tu vois, c'est... Tu vois, le petit va en judo, on va lui parler de Eid, le prof il va leur parler à chaque fois qu'il y a un événement. Voilà, c'est le Hajj, voilà, toujours tu vois, il glisse un petit, tu vois, l'actualité. Tu vois, voilà, par rapport à l'actualité. Tu vois, toute entre guillemets la propagande que tu as, tu vois, dans les pays occidentaux, là, on va parler à tes enfants pour que ce soit du judo ou que ce soit une autre activité, on va leur parler. Voilà, n'oubliez pas, là, pensez à la Palestine, pensez machin. Quand tu sais que ailleurs des enfants, on les a menacés de les retirer parce qu'ils n'ont pas voulu faire une minute de silence pour Israël. Machin. Ouais, dans des grosses écoles si de prestige. Quand tu t'assois, tu suis un petit peu les quelques minutes du prof de judo et t'écoutes ce qu'il dit. Tu sais, dans ma tête, je regarde et je me dis, voilà. Si tu te poses la question, est-ce que tu as bien fait de venir, juste écoute ce qu'il est en train de dire. Okay. Alors, moi, je vais parler concernant comment s'appelle les écoles, tu as vraiment plusieurs options.
tu vas avoir les options si tu fais l'école publique, ce que je vais en général déconseiller, comme partout, public forcément qui dit gratuit, voilà. Tu vas avoir les privés, est-ce que tu vas faire privé donc tu avais beaucoup avant, maintenant c'est moins possible, tu avais le double cursus arabe-français, tu vas avoir et tu as des très bonnes écoles qui sont très bien réputées sur cette option-là, qui ensuite intègrent très souvent le lycée français, par exemple. Donc, c'est dire que et ils sont très bien réputés, de sources de professeurs qui me le disent. Et ensuite, donc nous, comme j'aurais bien voulu partir là-dessus, mais donc avec le double cursus. Alors, premièrement, d'un point de vue administratif, maintenant, ils interdisent que les écoles enseignent le français. Il faut le faire à l'extérieur. Voilà. Premièrement, et en plus mes enfants, comme ils n'avaient pas commencé avec sur l'arabe, donc forcément ils n'avaient pas le niveau, donc c'est pour ça que je suis parti sur les écoles françaises, et en termes de qualité forcément c'est très très qualitatif, parce que c'est l'école privée et c'est très qualitatif. On continue à faire le suivi, donc voilà. Pour le moment vous êtes satisfait? Tu partages le même point de vue? Alors moi, c'est plus du tout ma spécialité, mais le dernier de mes fils a 18 ans. Ah ouais, d'accord. Donc j'ai laissé ça il y a bien longtemps, tout à l'heure. Et moi je l'ai vu, justement, c'était le même problème. Mais alors, je ne vais pas revenir dessus incessamment, parce que ce n'est pas l'objet, mais moi mes enfants, ils étaient petits, c'était à l'école aux Émirats. Aux Émirats, c'était toujours pareil. Donc c'est toujours Mumtaz, très bien, parce que sous réserve que tu payes à l'époque 150 € par mois pour un enfant en maternelle pour ranger des poissons rouges et des poissons verts à droite et à gauche. Donc, il n'y a aucun objectif de performance. Tu es juste un client, ça s'arrête là. Et les pays du Golfe, ça n'existe pas, le concept de redoubler. Tu ne redoubles pas. Je dis le couteau de gauche parce que c'est ce que j'aime le plus. Peut-être en Asie, peut-être en Russie, ça existe aussi, mais ça n'existe pas. Tu peux en témoigner Fadel. Tu es juste un client, tu ne fais que te payer. Toujours Mumtaz, très bien. Walid Shater, ton enfant, il est bien, il est gentil. Et au final, quand mes enfants sont rentrés dans le cursus de l'école française, quand je suis rentré chez moi dans le 92, c'était une claque. Ça a été un décalage. Ah oui? Ah oui, parce que nous, on avait trouvé des sources, des cours de l'école française. Alors, sûrement la pédagogie, on n'avait pas une pédagogie propre. On avait une base, on parlait français tous les jours à la maison. Mais quand on les a mis dans le cursus en école primaire, c'était très très compliqué l'intégration de mes 4 fils. Du moins les 2 plus grands à l'époque. Très très compliqué. Il n'y avait pas de... On avait tous les cours qu'il fallait, on avait la pédagogie. C'est pas compliqué, CP1, des cursifs, des initiales, d'apprendre des mots, des sons. Mais au final, alors je veux mettre ça sur le coup de la pédagogie. Je ne devais pas être bon, moi ou mon épouse, on ne devait pas être bon comme prof formateur pour apprendre du CP, du CE1 à des enfants. Mais c'était compliqué, quoi. Ouais. D'accord. D'ailleurs, pour revenir à ton expérience sur les écoles privées au Moyen-Orient, et je pense que c'est peut-être pas que au Moyen-Orient d'ailleurs, c'est pas propre juste aux écoles full arabes. Même les écoles pseudo-anglais. Alors, les structures, elles sont belles. Oui, les papiers, les machins et tout ça et tout. Et ça, c'est vraiment avec du vécu, enfin, pas personnel, mais de proche. La qualité derrière, à Dubaï, par exemple, tu avais des profs, c'était une prof de yoga qui ont aucune infrastructure extra-sociale. Aucune infrastructure extra-sociale. Freestyle. Des professeurs pris pour les prix, non pas pour les compétences, pour avoir parlé quelque peu avec des professeurs. C'est pas le problème d'origine diverse d'avoir un prof d'anglais pakistanais ou indien ou bangladais ou une directrice syrienne ou un prof algérien. Mais il y avait... Enfin, je sais pas, j'ai pas compris. Donc, on a mis nos enfants c'était plus pour les sociabiliser, pour qu'ils parlent avec d'autres enfants, qui sortent du cocon familial. Mais il fallait pas espérer attendre. Et au-delà de moi, ma petite sœur aussi, c'est la même chose. Enfin, d'autres personnes qui habitaient avec moi à l'étranger, c'était le même constat. Donc en fait, en Algérie, c'est mieux qu'à Dubaï. Ça va dépendre des écoles, clairement. Oui. Ouais, non, sans problème. Par exemple, l'école française en Algérie est meilleure que l'école française de Dubaï. Voilà, je parle de ce que je connais. Parce que dans le contexte, en fait, là-bas, c'est business. Pour moi, voilà, c'est mieux. Il y a moins de monde. Voilà, je trouve que c'est mieux et en plus c'est moins cher. Voilà. Donc, alors, là, ça touche presque à sa fin, cet épisode. Je vais vous demander une question simple. 3 choses que vous avez appréciées le plus en Algérie et 3 choses qu'on va dire, on va dire ça positivement, qui seraient à améliorer. Ok. Hamza, tu ouvres le bal ou... Non, je dois. Alors, j'ai pas d'idée qui vient. J'ai plus
directement des idées négatives, enfin, des choses à améliorer, que des choses positives qui viennent à l'esprit. C'est automatique. Première chose que moi, j'arrête pas de répéter en plus ça. Les choses à améliorer, rigueur et discipline. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que je trouve énormément de choses intéressantes, mais il n'y a pas de rigueur. Ça veut dire que je vais demander, si on revient par exemple avec encore l'expérience, parce qu'il y a plusieurs expériences, mais je vais revenir sur par exemple l'agence. On a voulu juste prendre des informations auprès des agences touristiques. On prend, normalement, on va faire une comparaison avec la France. Je vais appeler une agence. L'agence va tout faire en sorte de m'avoir en tant que client. Eux, c'est comme si, en fait, ils ne veulent pas gagner d'argent. Et ça va se ressentir, on va dire, dans leur travail. Donc, en termes de rigueur ou de discipline, dans la communication qu'ils vont avoir, quand ils veulent montrer des choses, quand ils veulent travailler avec toi, ce ne sera pas régulier. Et ça veut dire que tu vas avoir plein de surprises. On va dire plus simplement, par exemple, demain, je vais avoir un magasin. En temps normal, c'est 9h-18h. C'est possible qu'à 9h midi, boum, surprise, il est fermé. C'est un exemple tout bête, plus simple que tout le monde peut comprendre. Et moi, c'est la chose à améliorer. Maintenant, pour les choses positives, ça ne va pas me venir tout de suite à l'esprit parce que c'est plus, on va dire, c'est très particulier. Donc, moi, je vais avoir que du positif parce que c'est les jeunes que j'ai eus. 3 choses. Viens à l'esprit. Sinon, on peut en attendant. Ouais, ça va tourner. Je t'en prie, prends le relais. Alors pour les expériences plus ou moins positives ou négatives, je vais commencer par le négatif. Pour avoir été entrepreneur, j'ai eu une 50aine de salariés sous ma responsabilité, entre Oran, Alger, Sétif, Annaba, et le management. C'était très, très, très compliqué. La rigueur, pour rejoindre Hamza, une expérience, juste sans trop tergiverser. J'avais un responsable commercial, ce qu'on appelait les produits techniques. Il avait pour mission d'aller voir un fournisseur jeudi matin, je te donne le cadre, fiche de poste, tu viens à 9h, tu pars à 17h, jeudi, tu es un week-end. Donc, obligé de mettre une pointeuse électronique, comme ça, je les payais par rapport à leurs heures de présence. Obligé de faire ça, pour être juste envers les gens à qui je rendais des comptes. Ce commercial vient, je ne sais pas quand, pour le coup. Donc, sa responsable au-dessus, elle lui dit d'aller voir un client à Khamis Khenchla, à peu près 60 km d'ici, de lui déposer des produits, de récupérer une enveloppe. Et comme c'était jeudi, elle lui dit écoute, tu peux rentrer directement chez toi. Il habitait dans le 42 vers Tipaza. Non, mais je ne peux pas y aller, c'est le week-end. Donc, elle lui dit ça à 11h du matin. Il est censé finir à 17h. C'est vraiment un exemple particulier, mais c'est général au final. On me le montre dans mon bureau, il passe en convocation, je lui explique ce qui se passe. Il me dit oui, voilà, je ne peux pas y aller, c'est jeudi. Je dis est-ce qu'on va remettre les choses en place? Tu es responsable commercial, tu as un véhicule de fonction, tu as une assurance, tu as des avantages, tes outils. Personne ne t'a embêté sur tes horaires. On ne t'a pas retaillé encore pour l'instant sur tes non-disponibilités. Tu es très souvent absent, non justifié. Va chercher là-bas. Il m'a dit je ne vais pas le faire. J'ai dit mais si tu ne vas pas le faire, je vais t'obliger de t'arrêter là. Il m'a dit c'est pas grave. J'ai dit d'accord, c'est pas grave. Aucun projet de carrière professionnelle. Payer 60 000 dinars. 60 000 dinars pour... Voilà. Et je lui dis, je te pose une question en parallèle, mais qu'est-ce que tu comptes faire? Il m'a dit, ça va être l'été, c'était au mois de mai, je vais louer des transats en plastique avec des serviettes à des gens qui vont venir. Ça m'a cloué. Ça m'a cloué. Et en final, c'est des gens que j'avais promotionnés, je leur donnais des primes. J'essaie de faire du management un peu à l'américaine. La valorisation de soi, les fiches de poste, les objectifs. On faisait des réunions tous les jeudis, de midi à 14h, on mangeait ensemble. Faire un esprit un peu à l'américaine. Et au final, il n'y a aucun investissement personnel. En fait, c'est vraiment aucun... En fait, c'était du gâchis. Il a pris la place de quelqu'un qui aurait pu être, qu'on avait plus besoin. Donc ça, c'était compliqué à titre professionnel de gérer la masse salariale. Et ça n'a pas été que sur un cas isolé. J'avais des gens au rang, c'était pareil. Sur 50 salariés, tout le monde, impossible de faire des inventaires, toujours en train de mentir. Toutes les semaines, des génésas, c'était compliqué. Les génésas, il ne faut pas y toucher en Algérie. C'est sacré, il ne faut pas y toucher. Donc ça, c'était très, très compliqué. J'étais vraiment très déçu. C'est compliqué de déléguer à des locaux. Tu es obligé de t'enrichir, de prendre des gens avec de la compétence et du sérieux. Mais après, on ne va pas se retrouver sur le tarif. Les gens de chez nous, il nous faut un minimum de... Et en vendant des prestations cheap, à un moment donné, ça ne va pas en ce que je vends et ce que tu demandes comme salaire. Ça ne va pas fonctionner. Les autres dysfonctionnements, on va arrêter avec tout ce qui est l'administration parce que ça va se résorber un jour ou l'autre. Et 3 choses négatives. Franchement, l'Algérie est en train de s'ouvrir et j'espère sincèrement qu'elle gardera quand même haut en couleur ses valeurs.
qu'elle ne s'ouvre pas à tout et n'importe quoi. Et ce serait vraiment très... Je pense que j'aurais été moi trahi. Franchement, comme je l'ai été... Si je viens, je m'investis en lourd et tout ce que... Parce que ce n'est pas ma source d'origine. Je l'ai choisi vraiment sur des critères. Et que si vraiment, par le futur, là, ça tourne l'envers, ce que j'espère pas, je pense que vraiment je serais trahi. Je ne sais pas où ce que je pourrais finir autre part. C'est vraiment ma crainte. Les 3 choses positives, l'humain, les gens. Alors c'est un paradoxe. Autant c'est compliqué, mais quand tu les prends hors cadre professionnel, il y a du bon. À la mosquée, ton garagiste, il va te bloquer ta voiture, mais il va t'aider. Enfin, tu vas trouver des gens qui sont... C'est déconcertant. J'ai des dizaines d'histoires à raconter. On ne le fera pas maintenant, mais franchement, j'ai été bluffé. Je pourrais te raconter, tu me dirais, Souleymane, c'est pas possible. À côté de ça, moi, le style de vie, le standing de vie à ma hauteur, avec mes besoins, je suis très à l'aise. J'ai un standing de vie que je n'ai pas eu. Je gagne très bien ma vie, alhamdoulilah. Mais alors, en étant ici, mais je ne suis pas milliardaire. Mais de ce que moi, j'attends de la vie, j'ai une maison simple, j'ai une voiture simple, enfin, je veux dire là. Mais je vis, pour moi, j'ai un standing de vie qui est haut. Et ça me va très bien. Et aussi, la simplicité. Alors, c'est un paradoxe, toujours pareil. L'Algérie, c'est plein de paradoxes. Tout est compliqué, mais en même temps, la facilité dans les choses. Le dentiste, le rendez-vous, enfin, je ne sais pas. Les choses sont accessibles, mine de rien. Tu vas bloquer ta voiture pour des plaquettes de frein, il va te prendre une matinée, il va dire va à l'autre bout d'Alger ramener des plaquettes de frein. C'est un truc qu'on ne comprend pas, nous. On ne comprend pas que tu n'as pas de stock. Tu vois, je veux dire, il faut comprendre que lui, il fait juste la main-d'œuvre. Il ne va pas te vendre de pièces. Donc, quand tu as compris ça, tu acceptes et tu fais avec. Donc, c'est là où je te disais dans un business. Oui, c'est ça. Donc, au final, pour le contre, bon, bah, voilà, il faut remettre ses priorités à leur place. Et après, tu sauras te positionner. Voilà. Alors me concernant, bon, je vais enchaîner avec les points négatifs parce qu'on va commencer par facile, ça. Hein. Non, je les ai les positifs aussi, hein, mais j'ai commencé parce qu'on a commencé par le négatif, du coup je vais rester sur le même, on va dire la même structure. Non, globalement, oui, c'est vrai que le civisme, il y a un sérieux souci, que ce soit la circulation. Moi, ce qui me rend le plus dingue, c'est la queue, me faire doubler, etc. J'en suis arrivé à faire des réflexions au début, je ne disais rien. Mais toi, tu feras plus la queue, t'inquiète pas, toi aussi, tu ouais, seras un Algérien. Non, mais le pire, c'est que ça m'est arrivé, je m'en suis pas rendu compte. Je suis parti acheter un pack d'eau et en fait, j'ai doublé une dame. Et en fait, ça arrive, hein. Ah ouais, enfin, je l'ai doublé, ouais, j'ai tendu le billet au caissier de la supérette et en fait, la dame, elle était là, il était en train de scanner ses articles. Et c'est vrai que dans ma tête, je me suis dit. Je suis devenu comme eux. Ouais, pas à ce point-là, c'est pas non plus négatif, mais je me suis dit, ah ouais, il faut que je fasse gaffe, quoi. Où je suis reparti une semaine en France, j'ai fait un aller-retour pour voir des proches, et je me suis rendu compte que je m'arrêtais plus au feu rouge. C'est bon. Enfin, au bonhomme on a encore rouge. d'autres transformations. En fait, mais c'est bien en vrai. Ouais, non, c'est vraiment. Je me dis, ah ouais, non, ça fonctionne pas, c'est pas pareil, quoi. Donc, ouais, non, voilà, ce genre de choses. Un truc un peu. Il n'y a rien de grave, hein, mais qui est également pesant. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai rencontré certaines personnes, que ce soit à titre amical ou professionnel. Et sans raison concrète, cette personne va disparaître. C'est-à-dire, je perds le fil conducteur. J'appelle, il n'y a plus de réponse. J'arrive pas à expliquer ce phénomène. J'arrive pas à mettre une explication. Le civisme, tout ça, bon, ça se travaille. Mais ça, moi j'en ai une. Je l'explique pas. Comment ? Moi j'ai une explication. Ah vas-y. Moi c'est mon point de vue. Ok. Ils ont pas assez faim. Ça veut dire que pour moi, en fait, ils se contentent de ce qu'ils ont. Ça leur va très bien. Mm-hmm. Et en fait, c'est le jour le jour. Et ça, c'est en Afrique. C'est très africain. Je vais faire ça le jour. Et si j'ai assez pour ma journée, ça me suffit. Ça, je vois mon salarié qui vendait ses transats, saisonniers. Ouais. Et la finalité, moi, je vais aller encore plus loin, entre guillemets. Bon, j'ai pris dans le côté positif, du coup. Bah, pour moi, je ne vois pas... Tu vois, le côté salarié, je ne pourrais pas m'engager là-dedans. Je sais que le management, ça va être très compliqué. Et je pense que tu l'as vécu. Moi, je suis plus dans le côté freelance. C'est-à-dire, je me dis, pour moi, l'Algérie, c'est tous des freelances. Ils veulent tous être freelance. Ils veulent tous être indépendants. Et je pense que, moi, après, ça, c'est mon point de vue encore, où culturellement, ils ne veulent pas travailler pour quelqu'un. Ils veulent travailler pour eux. Vu qu'ils veulent travailler pour eux, bah, il faut le prendre de ce sens-là. C'est ok, très bien, tu veux travailler pour toi. Je te prends à la même hauteur. Moi, j'ai besoin de toi, de tes services, et on essaie de travailler ensemble. C'est comme ça que moi, je le vois comme approche. Et ça, je pense qu'il y a des choses aussi bien positives, où tu as énormément de personnes qui veulent travailler, et tu as aussi des choses, on va dire, négatives, où certaines personnes
C'est un jour, oui, et 2 jours après, disparition, plus de nouvelles, et tu comprends pas pourquoi. Donc non, voilà pour le civisme, et pour les points négatifs plutôt. Pour le positif, bon là j'en vois que 2 comme ça, après bon, peut-être le troisième va me venir à l'esprit, même s'il y en a plein au final, mais bon, on va dire le plus intéressant me concernant, c'est en fait surtout dans les événements entreprises, là, dans le réseau d'entreprises que j'ai intégré, donc, et ça m'a permis de rencontrer vraiment des chefs d'entreprise ou des personnes assez bien placées ici en Algérie, ou des personnes qui ont des situations, on va dire, professionnelles assez intéressantes. Et en fait, je sentais que ma situation intriguait. Je suis venu seul, j'ai débarqué un peu comme ça, même si c'était réfléchi, j'ai préparé, je suis pas venu non plus. Alors là, j'avais pas de logement ou autre, j'ai fait mes 3 premières semaines à l'hôtel. Et d'ailleurs, je rejoins ce que disait Souleymane tout à l'heure. Pour la petite parenthèse, parfois je demandais aux touristes que je croisais voilà, comment ça se passait pour eux. Puis il y en avait pas mal, il y avait vraiment différentes nationalités. Et souvent, justement, enfin, c'est pas souvent, c'est même quasiment tout le temps, c'est la gentillesse des gens qui revenaient vraiment en top 1. Ouais. Et ouais, donc du coup, le point positif, c'est lorsque je rencontrais justement certaines personnes donc, dans le milieu pro, donc ils se demandaient, mon profil les intriguait, mais dans le bon sens, d'un point de vue positif. Et donc en se disant, moi c'est comme ça que je le perçois. Hein. Je pense que ces personnes se disaient, il est parti de France, il a laissé sa situation de côté. Il a détecté un potentiel en Algérie, et donc je pense que ça flatte certaines personnes de se dire en fait il y a de quoi faire ici, quoi. Et donc du coup, on va dire, même si je n'ai pas spécialement d'ego ou d'orgueil, je me suis senti respecté. Et quand tu viens seul et voilà, que tu es là, que tu mets en place ton projet, c'est quand même satisfaisant de ressentir cette chose-là. Et puis ces personnes t'aident. J'ai un ami Habib alors c'est un autre que le premier que j'ai cité tout à l'heure, le premier était Adel, qui m'aide vraiment. Il me déclenche des rendez-vous, il s'investit vraiment pour moi, quoi. Et je sens qu'il le fait vraiment de bon cœur et qu'il n'y a aucun intérêt derrière, etc. Il m'a juste dit, pour la petite blague, il me dit comment tu vas me payer. Il me dit tous les 2 ans ramène un profil comme le tien. Donc il est vraiment intéressé justement et intrigué par justement cette migration, je ne vais pas dire remigration, puisqu'au final on est né en France pour la plupart. Et donc voilà, ça c'est vraiment un point très positif que je ressens et qui doit encourager certaines personnes qui se posent la question de venir ou non en Algérie pour bosser et entreprendre. Et deuxième point positif, c'est plus une info décalée. Moi je suis fan de football. Faudil a eu cette expérience également, on est parti voir un match ensemble. Même si parfois ça peut être un peu compliqué d'accéder au stade, les ambiances sont vraiment dingues. Incroyable, ouais. Ah ouais, franchement, les stades, le 5 juillet, tous les stades, les stades des autres clubs, etc. Vraiment, le football algérois, je l'ai sillonné. Tout à l'heure, Faudil a dit qu'il mettrait les liens justement des comptes, que ce soit TikTok, Insta ou autre. Je pense que du coup, ça va être affiché. Donc moi, me concernant, c'est le Fennec de Wall Street. J'invite ceux qui aiment les ambiances à aller checker un peu les vidéos que je poste. C'est vraiment exceptionnel et on s'en rend pas compte, moi je m'en suis rendu compte en étant là, mais du coup je sympathise avec pas mal de supporters de Mouloudia, CRB, l'USMA, etc. Donc moi ça me fait marrer parce que du coup on me dit tu supportes qui, etc. Ils veulent que je supporte leur club, tu vois, moi je supporte tout le monde. Je suis pour gagnant. Non, même pas, je suis pour la réussite du foot algérien, tu vois, donc voilà, non, c'est sincère, tu vois, je suis supporter de l'équipe nationale, j'ai pas de club en Algérie, donc je suis vraiment pour tout le monde, et spécialement les belles ambiances. Et donc, tu vois, par rapport à la prise de conscience dont on parlait tout à l'heure, même sur des sujets, on va dire, entre guillemets, futiles, même si le football se représente énormément en Algérie, donc c'est pas si futile que ça, t'en as beaucoup qui se rendent pas compte, alors que c'est des acteurs majeurs, des ambiances, je te parle pas d'un simple supporter qui regarde le match à la télé, ils se rendent pas compte de l'identité football et culturelle dont dispose Alger. Personnellement, je m'intéresse beaucoup à ce milieu-là. Et je le dis sans chauvinisme et en toute objectivité, Alger c'est une ville qui compte 6 clubs entre la première et la deuxième division il y en a plus, mais ces 6 clubs ont gagné au moins une fois le championnat. Il y a une grosse histoire à la fois révolutionnaire, en termes d'identité de quartier, de ville, etc. Des ambiances complètement dingues. Alger aujourd'hui, moi c'est mon avis en tout cas, et je pense que mon avis se rapproche quand même pas mal de la vérité,
je place Alger facilement dans le top 5 des villes les plus dingues au monde en termes d'ambiance, hein, avec Buenos Aires, avec Rio, avec Istanbul, avec Barcelone. Ouais, non, le football en Europe, c'est autre chose, hein. Mais franchement, ceux qui aiment la ferveur du foot, il faut venir direct sans se poser de questions. Et j'en profite, bon, peut-être que Faudil en parlera, je me permets pour une petite anecdote. On est parti voir un match du coup au Stade Mandela. Et en plus, j'avais choisi vraiment un bon match. Et donc, j'ai appelé Faudil lui dire tiens, si tu veux, viens. Et il m'a dit, pour le coup, c'était un derby d'Alger, hein, entre l'USMA et le CRB. Il m'a dit j'ai jamais vu une ambiance pareille. Et pour le coup, même moi, j'ai pas vraiment bourlingué. J'ai vu des matchs en Amérique du Sud, etc. J'avais rarement vu une ambiance comme on l'a vu avec Faudil à Mandela. C'était vraiment, 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 vraiment dingue. Donc voilà, petit point positif. Je peux caler dans ton sens, effectivement, sur ça, le côté populaire. Après, c'est pas surprenant parce que ça, en fait, le foot étant un sport populaire, bah, ça met en évidence tout ce qu'on a dit sur le côté humain, gentillesse, proximité, simplicité du peuple algérien. Et là, on a un condensé dans un stade du peuple algérien plein de ferveur. Donc, c'est complètement, c'est une expérience à faire, très clairement. Je suis pas foot, mais je vais le faire. Ouais, c'est une expérience à faire. Après, l'attente aussi, c'est une expérience. Si on pourrait s'en passer. Mais c'est une expérience aussi unique. Ensuite, il y a un point qui est super important que vous avez sur un des points négatifs, et c'est clair, hein, le management, faut pas passer à côté. Et moi, là-dessus, dans les différents épisodes, en tant qu'entrepreneur dans différents pays, c'est un point sur lequel j'aimerais juste qu'on s'attarde un peu plus là-dessus, parce que clairement, c'est un point négatif et il ne faut pas se voiler la face. Mais je donne un exemple. J'avais des restaurants en France avec, pareil, un très grand nombre de salariés, une quarantaine de salariés. Et à la suite de cette expérience-là, on est en France, à la suite de cette expérience-là, je me suis dit, c'est la dernière fois que je monte une boîte avec un grand nombre de salariés. On est en France. Et je ne l'ai plus jamais refait et je ne le referai plus jamais. Pourquoi ? La première année ou les 6 premiers mois, alors c'est dans la restauration, donc avec mon associé, il vient me voir, il me dit on a un souci. C'est lui qui s'occupait de toute la partie administrative et même management. Il me dit on a un souci. On a eu tant de contrats signés, de personnes qu'on a fait rentrer, qui sont ressortis, puis re-rentrés, puis ressortis. Un turnover, voilà c'est le terme, un turnover explosif en moins d'1 an. Combien, d'après vous, on a signé de contrats la première année on a commencé pour un restaurant qui était un gros restaurant, certes, mais ça restait un restaurant où il y avait à peu près une quinzaine de postes. Juste comme ça. 150. 150 Je crois que j'irais même beaucoup moins. Je sais pas, 80, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme, 80 heures. Et toi, Samy, on a d'idées? Entre les deux, aux alentours de 100. Voilà. 170. 170 en fait, c'est tous les contrats. Tous les 3 mois. Ouais, 170 contrats, il me dit, la première année. Il me dit, c'est plus possible. Il faut qu'on trouve une solution. La solution, c'était quoi? Et c'était l'un des premiers restaurants, hors restaurant à Paris. Là, on est dans les centres commerciaux. Ah, c'est la Défense. Exactement, la Défense. Ce que je fais, je dis, ok, écoute, c'est très simple. Je vais à Paris Nord, je distribue des cartes et je prends des personnes de l'Est. Parce qu'en fait, j'étais parti à Dubaï et j'avais remarqué en 2004, et j'avais remarqué à Dubaï que ça fonctionnait très bien. Ils mettaient Philippines devant, en caisse, et asiatique, sud-asiatique à l'arrière, enfin, dans les cuisines. Okay. Et ça m'avait fait tilt, ça, quand j'avais vu cette expérience-là à Dubaï. Et donc, quand j'ai eu cette problématique-là, j'ai dit, c'est ce que je vais faire. On est parti, et là, c'était super stable. Quelle conclusion on peut en tirer? Culturel? La jeune génération n'a pas faim en France. Très compliqué d'aller les motiver. Je vais passer les détails, mais on est arrivé à un point où on ne prenait plus. C'est déjà simple. La personne qui était née en France, c'était presque ça le critère. Tu vois, c'est discriminant, mais en France, on ne prend pas. On prend pas. Parce que si c'est pour te former, machin et tout, et que tu repars au bout de 3 mois parce que tu t'es pas réveillé, on ne prend pas. Donc, tu vois, tu as une vraie problématique. Alors là où on est d'accord, c'est que ça ne s'applique pas à tous les domaines.
Oui, ce que j'allais dire. C'est ça la différence. C'est-à-dire qu'en fonction de certains domaines, si le boulot, on va dire, il est un petit peu pénible, ainsi de suite. Et moi, j'échange avec la nouvelle génération. Ça, c'était, ce que je raconte, on était en 2006, donc on était entre 2006 et 2015, grosso modo, cette décennie-là. D'accord ? Mais là, la nouvelle génération, c'est encore pire. Je pense que la Gen Z. La Gen Z. Exactement, avec les réseaux sociaux et tout, à mon avis... Déconnecté de la vraie vie. À mon avis, là, ça ne sera pas que propre à la restauration. Parce qu'on pourrait me dire, ouais, mais t'es gentil, la restauration, c'est quand même assez c'est compliqué, ainsi de suite. Même si, bon, tenir une caisse, pour moi, je sais pas, on a tous, nous, plus jeunes, on a fait des boulots difficiles, aller au marché, ainsi de suite. Ah, tu tiens une caisse, tu tapes des menus et tout. C'est accessible à tout le monde. Arrêtez de... Voilà. Bon, ça, déjà, moi, sur cette période-là, de 2005 à 2015, ça a été un enfer. On a été obligé de partir sur cette option que je vous ai donnée. Et je pense que cette expérience-là, dans ce domaine-là, beaucoup, d'ailleurs, il y a eu, après le Covid, il y a eu une grande période, ils appelaient ça la dépression, où il y a eu énormément d'émissions, des gens qui se remettaient en cause sur leur choix de vie et tout. Donc, cette problématique-là, je ne dis pas qu'elle est équivalente ici en Algérie, mais elle existe. Elle existe. Et il y a un double effet. Il y a un autre effet qui est là c'est le coup de ciseau qui a fait que définitivement, je me suis dit, je ne toucherai plus jamais à ça. C'est ensuite toute la législation. La législation qui va être vraiment en faveur du salarié. Là, t'es terminé. Si je vous donne des anecdotes, j'ai pris un prud'homme, par exemple. J'ai pris un prud'homme parce qu'en plus, on s'entendait super bien avec une femme de ménage qui était tombée enceinte, qui avait quitté la boîte sans donner trop de nouvelles. On était en très bonne relation. Après, bon, on peut comprendre, le choix ta vie change, ainsi de suite, donc il n'y a pas de problème. Il se trouve que 2 ans plus tard, on vend le restaurant. Donc quand tu vends le restaurant, tu mets la liste des salariés, machin et tout ça et tout. Bon, au repreneur, on lui a mis la liste des salariés actuels et tout ça et tout. Elle nous attaque au prud'homme pour licenciement abusif, parce que finalement, comme elle n'a pas été intégrée dans la liste, donc c'est un licenciement de fait, tu vois, et qui n'a pas respecté effectivement toute la procédure. Mais nous, 2 ans plus tard, on va penser que tu as encore quelqu'un. 14 000 € à payer. Ça, c'est un exemple. Hein. Et on en a eu plein comme ça, plein, mais vraiment à l'appel. Donc, quand tu as cette expérience-là, tu as connu le terrain, tu te dis, tu vois, quand on me dit, ouais, c'est compliqué ici, je l'entends et je le vois parfaitement. Mais si tu me dis demain, est-ce que je touche pas ça. Là où ça s'est bien passé, j'avais une société informatique, là où ça se passait très bien, c'était, je prenais beaucoup, pour le coup, en plus c'était beaucoup de maghrébins, c'était dans l'informatique, c'était en freelance. Et effectivement, ça rejoint ce que tu disais, on a un profil beaucoup plus en mode, je suis indépendant, laisse-moi tranquille, ainsi de suite. Et ça, c'est vrai qu'ensuite, quand j'ai travaillé, quand j'ai fait des business, que ce soit à Dubaï ou ailleurs, je suis beaucoup plus dans cette approche-là, dans cette configuration-là. Même quand je fais intervenir des gens, très souvent, je ne les prends pas en tant que salarié, je les prends en tant que freelance. Tu vois ? Exactement. Tu fais le job, je te paye, tu es content, je suis content, on continue, tu n'es pas content, je suis pas content, on s'arrête là, on prend quelqu'un d'autre. Fin d'histoire. C'est la meilleure des configurations, tu payes ta liberté. Tu vas le payer sensiblement mieux. Freelance, 22-25 ans, tu gagnes 2 500 € par mois, tu es au top de ta vie, tu es au max. Toi, tu as payé ta liberté. Tu n'as pas de charge, tu n'as pas de contrainte, ça s'arrête, ça ne s'arrête pas. Moi-même, tous les prestataires avec qui je suis, j'ai plus d'associés, j'ai plus de salariés. Que des contrats de sous-traitance à chaque fois. Community management, générateur de publicité, tout ça. C'est des gros problèmes en moins. Et le problème, c'est que ça nous a amené à ça. Parce qu'on a une génération qui est déconnectée, qui n'est pas motivée par le salariat, qui est floutée parce qu'on leur vend aussi. On leur vend des diplômes, des bacs plus 4, 5, 6, ne sont pas travailler leurs compétences. Prendre des choses, pas valoriser. Il y a plein de choses. Il y a l'actualité, il y a les tendances, il y a les chanteurs, il y a les films, il y a les sportifs, il y a tout ça. Ça les floue, ça les perd un petit peu. Un manque de repères. Et au final, tu te retrouves avec des gens qui sont plus motivés, qui sont trop utopiques. Ils pensent qu'en faisant que des vidéos, sur les jeux vidéo, des codes de triche, il va regarder quelqu'un, il va gagner tant parce qu'il est arrivé à... C'est déconcertant. Il n'y a plus la valeur du travail noble, si on peut dire ça comme ça. Et la solution, pour revenir sur le cas ici en Algérie, moi, c'est que ce que je préconise, c'est d'être vraiment dans une approche le plus possible où tu es dans un rapport, entre guillemets, freelance.
C'est-à-dire que même quand tu as un truc, alors ça ne se prête pas dans toutes les configurations, vraiment où tu as besoin des salariés, je pense qu'ensuite il faut viser certains profils. Je pense qu'il y a des profils qui sont beaucoup plus salariables, entre guillemets. Ouais. Je peux un exemple concret. Je trouve que les femmes, sans être faire cliché, je trouve que les femmes, en plus qui ont certaines responsabilités, vont être beaucoup plus sérieuses que par exemple le jeune qui a 20 ans. Les femmes viennent à l'heure, les femmes viennent à l'heure, les femmes fument beaucoup moins. Moi je l'ai vu dans ma salariée. Ouais. Elles sont beaucoup plus dans les études et tout. Ouais, elles sont plus académiques. Elles sont plus académiques, sont plus bureautiques. Les hommes fument tous. En Algérie, tout le monde fume. Tout le monde se rend le café. C'est quoi? Et tu vas pas fumer tout seul. Moi, j'avais des assistantes, c'était productif. 8 heures de productivité. Je voyais les hommes, c'est quoi? En plus, c'est des hommes de terrain. Donc, tu n'as pas de visibilité. Obligé de leur faire un tableau Excel. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on en est où? C'est très compliqué, effectivement. La gente féminine, c'est beaucoup plus... Voilà. Et si tu peux te passer donc, ce rapport de salariat et le plus possible dans un rapport presque de freelance. Voilà, tu fais ta mission, tu es payé à la mission ou une part très importante de commission par rapport à ton fixe. Ouais, un intéressement. Quoi. Voilà, un intéressement qui fait que la personne se sent presque à son compte. Quoi. Voilà. C'est comme ça que Après, tu vas avoir d'autres problématiques, mais bon, c'est pas les mêmes problématiques que tu as dans le salariat. Et il y a un truc super important, c'est qu'il faut, pour moi, je dis ça, c'est que tu vas gagner sur toutes les opportunités de business que t'offre ici l'Algérie. Ce qu'il faut pas, sur quoi il ne faut pas tomber, c'est aller chercher à comparer avec notamment la France. Ah ouais, surtout pas. Parce que si tu pars dans ce truc-là, tu vas être hyper frustré et hyper... voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que de l'autre côté, tu vois, en Algérie, tu as ces opportunités-là que tu n'auras peut-être pas accès dans d'autres pays occidentalisés où soit c'est des terrains gardés, des chasses gardées, soit c'est hyper concurrentiel. Et ensuite, tu as une administration, je veux dire une fiscalité qui va être beaucoup plus légère, tu vas avoir des facilités d'accès à certains business, voire parfois des facilitations au niveau de gouvernemental. Le fait de venir de France, il y a beaucoup de rabattements. Les Algériens qui viennent, le principe du CCR par exemple, le principe d'apporter une société française, de reproduire ici aussi. Il y a aussi des rabattements, il y a beaucoup d'avantages. L'incitation. Ouais. Beaucoup d'incitation pour... L'incitation, oui, tout à fait. Ouais. On va finir sur une dernière question, les amis. Quel conseil donneriez-vous à ceux qui nous écoutent, que ce soit dans une logique d'installation, encore une fois, ou que ce soit juste d'investissement, ou de les inciter à venir visiter plus régulièrement leur pays? Ok, je me lance. Moi, c'est de voir les jeunes. Et voir les jeunes. Alors, moi, j'aurais 2 endroits. Première chose, enfin, ça, c'est mon propre expérience, coworking. Allez dans des coworking. Parce que c'est là-bas que vous allez voir, en tout cas dans le digital, c'est là-bas que vous allez voir des jeunes qui se lancent en freelance, qui s'organisent. Et du coup, je revois un peu la même chose que je retrouve en France, alors qu'on est en Algérie. C'est là où j'avais conclu que c'est ni la France ni l'Algérie, c'est culture Internet. Et là, tu vois, la Gen Z, d'un coup, elle prend toute sa valeur. Donc, si vous voulez si vous voulez côtoyer des jeunes et, on va dire, avoir une autre vision des choses, allez voir les coworking, allez voir les étudiants, différents étudiants des grandes écoles. Je pense qu'il y a des choses à voir. Ça, c'est mon expérience. Pour ma part, moi, j'aurais un avis qui sera beaucoup moins indiqué sur le domaine du professionnel parce que ce n'était pas du tout mon discours depuis le départ. Mes motivations, ce n'était pas particulièrement professionnel. C'est qu'on est tous différents, on a tous des objectifs différents, des prérequis différents. Ce qui fait que chaque personne viendra faire son expérience par lui-même. Tu ne peux pas te cantiner à les gens, on dit ça. Oui, il y a des recommandations, on prend garde, mais c'est tout à chacun. Tu ne pourras jamais avoir une meilleure idée d'un produit abouti tant que tu ne l'auras pas essayé par toi-même. Le principe d'un parfum, quelqu'un peut le porter, tu vas le porter, ça ne va pas t'aller, tout simplement. Viens par toi-même, essaye-toi, définis-toi des objectifs, qu'est-ce que tu attends, qu'est-ce que tu veux, avec une marge de manœuvre relativement large, d'accepter de la tolérance, que ça puisse ne pas se faire, mais au minimum, même si la personne va venir, elle va s'essayer, ça n'aura pas porté ses fruits, il aura cette expérience au moins il va fermer cette porte-là, et passera à autre chose. Au moins ça lui aura permis d'avancer sur autre chose. Ça sera mon analyse. Alors me concernant, moi je pense qu'il faut, quel que soit le projet, que ce soit de l'investissement locatif, un projet à distance ou sur place,
Moi, je conseille surtout de vivre les choses et de venir sur le terrain. Voilà. Moi, je suis vraiment de base, hein, je suis plus un adepte de la pratique que de la théorie. Je trouve que quand tu es sur place, tu vois les choses différemment. Donc voilà, pour moi, ça c'est clair et net. Je conseillerais également de choisir une ville. Euh, Personnellement, le conseil que je donne, c'est Alger ou Oran, puisque c'est vraiment les deux villes qui se rapprochent. On est quasiment sur des villes européennes. Donc on va dire la transition est beaucoup plus simple, sauf si certains veulent partir directement dans leur ville d'origine ou dans un village pour des raisons qui leur sont propres. Ça, après, c'est chacun a son projet. Et puis pour ceux qui veulent comment dire, parce que tu parlais de tourisme, qui ne sont pas venus en Algérie depuis des années. Moi, j'ai des personnes de ma famille qui ne sont jamais venues en Algérie, qui ont à peu près mon âge. Souvent, l'excuse que j'entends, c'est oui, mais il faut connaître quelqu'un, il y a les seuls, c'est compliqué, etc. La réponse que je leur donne, c'est j'ai déjà croisé des touristes qui ne parlent ni l'arabe ni le français, qui se baladent tout seuls à Alger. Donc voilà, vous pouvez venir, il n'y a aucun problème. Voilà. Merci à vous les frères, merci beaucoup pour votre participation et votre témoignage, retour d'expérience qui va être très certainement utile à tous ceux qui nous écoutent et qui nous suivent. Et pour le reste, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, n'hésitez pas à partager, liker en masse. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.